Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais Jedi. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la nuit des sorties. Après le bilan de 2024, le top et le flop et les attentes de 2025. Encore un épisode spécial, les rattrapages de fin 2024. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, gros épisode en perspective. On a cinq trucs à rattraper hein, quand même, donc à savoir Squid Game, Nosferatu, Craven, Dune Prophétie et Sonic 3, donc un mix de cinéma-série. Donc comprenez-nous qu'on va peut-être pas être aussi long que des épisodes classiques sur chacun des trucs, parce que sinon là on fait un épisode de 4 heures et bon c'est peut-être pas ce que j'ai envie là. Mais ouais, petit épisode rattrapage avec des trucs quand même bien attendus et ouais, et après on enchaîne le début de la nouvelle saison avec ce sera le premier LCDS quoi. Enfin, de la nouvelle année. Ouais, et ce sera Creature Commandos, voilà, pour spoiler. Ouais, bah après on l'annonce quoi. Ouais, ce sera plus une série d'animation Creature Commandos, le premier show du DC, en tout cas la première. Mais là, je sais pas pourquoi je parle de ça alors que c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà, on tease. Et Ista, je te propose, vu qu'on a un gros programme d'embarquer direct. On y va. On va parler de Squid Game saison 2. Joueur 456. Bienvenue dans ce nouveau jeu. Trois ans après sa victoire, Ji-hoon retourne dans l'arène déterminé à démanteler l'organisation des jeux. Mieux préparé, il s'allie à Jung-bae, un ancien soldat, pour affronter des épreuves toujours plus brutales, comme un pentathlon, éliminant la moitié des participants. Jung Jae-lee, Lee Byung-hun, Si-wan Yim, Han Kang, Ah-jun, j'espère que j'ai bien prononcé ces noms parce que j'ai pas l'habitude de prononcer des prénoms coréens. Ista, on est à la saison 2, mais ça veut dire qu'il y a eu aussi une saison 1. Bon voilà, Squid Game, carton mondial, je pense qu'on apprend à personne que cette série existe. Le plus gros phénomène Netflix de l'histoire. Là en plus la série, je crois que elle est la première de l'histoire de Netflix à atteindre ces chiffres-là dans tous les pays. Enfin bref, voilà, des stats encore de Netflix. La saison 1 est sortie il y a 3-4 ans maintenant. Ouais, 2021 je crois. Je crois que c'est fin 2021. Je crois que c'est vers là. Qu'est-ce que tu en avais pensé de cette saison 1 et où tu étais quand il y a eu cet événement qui s'est créé de tout seul? Où j'étais? Mais j'étais chez moi. Non mais tu sais, on est bien dire où t'étais quand c'est arrivé. Oui, c'est une série télé donc tu le regardes chez toi quoi. Bah, sur le coup je l'ai regardé avec la hype sur le coup parce que moi j'avais pas, on n'en avait pas tellement entendu parler avant en fait, il y avait pas de hype d'attente sur ce projet là et c'est que ça arrivait d'un coup, ça a pété quoi. Ouais, quand tout le monde en a parlé et tout autour de moi, je l'ai maté et effectivement j'avais plutôt apprécié. Après, c'est pas une série que j'adore, mais j'avais trouvé ça chouette. Ça reprenait un peu les concepts des Battle Royale ou ce genre de choses. Et ouais, c'était pas mal. Enfin, moi, j'avais plutôt apprécié, à part peut-être la fin, qui était le dernier épisode était un peu bizarre, mais en général, j'avais plutôt apprécié. Ouais, pareil, je trouve que c'est une bonne série, Squid Game, sans que ce soit... le phénomène que c'est devenu non plus. Moi je l'avais découvert 2 semaines après sa sortie, tu sais, le moment où tout le monde avait fait putain c'est trop bien Squid Game et tout. Ouais, c'est ça. Du coup j'avais regardé. Effectivement c'était plutôt bien quoi. Après effectivement ça faisait un peu l'impression que c'était les gens les occidentaux qui découvraient la Corée quoi. C'est marrant parce que ça coïncide un peu avec le succès de Parasite un peu au même moment, aux montées de c'est vraiment il y a une montée de la K-pop aussi, de la Corée, de la culture coréenne qui est venue d'un coup vers la fin des années 2010 et vraiment ouais en fait la série réinvente rien de ce qu'on connaît du cinéma coréen. C'est un peu un mix entre la critique un peu du capitalisme qu'on retrouve dans les films comme de Bong Joon-ho etc. et de Battle Royale, enfin voilà le film des années 2000 quoi. Donc oui c'est un peu un mix de ça, mais franchement faut le dire c'est quand même bien fait quoi. Moi je trouve cette critique du capitalisme je la trouve extrêmement efficace quoi, et avec une galerie de personnages qu'ils ont quand même réussi à rendre attachants dans la première saison et une créativité dans les jeux qui est vraiment super, et je pense qu'elle fait une grosse partie du succès de la série quoi. C'est cet univers un peu, ce décalage entre ces adultes qui se battent pour leur vie, qui vont mourir dans un univers enfantin fait de jeux quoi. C'est vraiment ça qui a marché je crois, et c'est devenu un phénomène complètement fou. Voilà, jusqu'aujourd'hui on a des télé-réalités Squid Game, on a là des remakes dans différents pays là ça parle de remake de David Fincher, enfin un remake en tout cas dans l'univers, ça serait des Squid Game dans l'univers de
de Squid Game, mais aux États-Unis, quoi, avec David Fincher et tout. Enfin, vraiment, c'est un truc de malade, quoi. Il y a des escape games, Squid Game. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Mais on arrive aujourd'hui à la saison 2, là, qui est sortie en fin décembre, Ista, et qu'est-ce que tu avais pensé rapidement, sommairement, de cette série, Ista, enfin, de cette saison 2? En vrai, j'avais un peu peur parce que bon, déjà à la base j'étais en mode pourquoi faire une saison 2 parce que la saison 1 elle suffit à elle-même, quoi. Et au final, j'avoue que je l'ai plutôt bouffé. Enfin, je l'ai bouffé facilement, quoi. Sur le coup, je crois que je l'ai regardé en 3 jours, quelque chose comme ça. J'ai été assez vite au final pour la regarder. Donc c'est que j'ai plutôt apprécié, hein, je vais pas mentir, quoi. Après, je trouve que la saison en tout cas, a beaucoup de défauts. Déjà, le fait que ce soit pas une vraie saison 2, c'est clairement une partie 1 d'une saison 2, quoi. Alors, parce qu'on sait que la saison 2 et la saison 3 ils les ont tournées ensemble et qu'elle arrive bientôt dans 6 mois à peu près. Donc bon, c'était sûr que ça allait être comme ça. Il y a des intrigues aussi, certains personnages qui sont un peu osef, quoi, et moi je trouve qu'aussi que l'écriture de certains personnages est un peu décevante alors qu'ils avaient du potentiel, mais sur le personnage principal, voilà, j'ai plutôt apprécié ce que j'ai vu. J'ai passé un bon moment, mais je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes quand même, quoi. Ouais, je partage entièrement ton avis pour le coup. Je vais pas bouder mon plaisir non plus. Je trouve que la série s'est très bien suivie. Je la trouve vraiment pas mauvaise, hein, cette saison 2, mais je la trouve effectivement en dessous de la saison 1 pour la raison que t'as dit. En fait, c'est une saison 2 coupée en deux. Bah, là, ils l'ont vendu comme une saison 2, puis une saison 3, mais moi, ça commence un peu à me saouler, ce truc-là. Enfin, on a accepté d'avoir des moitiés de saison, tu sais. Genre, comme ça, maintenant, déjà que techniquement, une série avec plusieurs saisons, c'est découpé, quoi, tu vois. Et en plus, on les découpe encore plus en les coupant en deux. Là, en plus, c'est mensonger. On te dit que c'est une saison 2 puis une saison 3, alors que non. Enfin, là où la série se coupe, la fin de la saison 2, enfin, c'est clairement à la moitié de la saison, quoi. Donc et ça crée tout un tas de problèmes. C'est-à-dire que sur les personnages, il y a des personnages, malheureusement, qui prennent de l'ampleur et qui ont eu mon intérêt, mais qu'à la fin de cette saison, voilà, il y a ça crée, je trouve, plusieurs problèmes dans la série. Maintenant, effectivement, je trouve qu'il y a toujours des trucs assez efficaces, et on en reparlera. Et bah, même, on va en parler tout de suite. Bon, il y a effectivement un petit côté redite à la série, puisque ouais, ça aussi. On peut dire que voilà, le personnage principal se retrouve encore une fois dans des jeux, et voilà, il va jouer dans sa survie, même si bon voilà, ils essayent d'avoir des nuances. Par exemple, le premier jeu, on le connaît déjà, c'est-à-dire que c'est le 1, 2, 3 soleil, mais ils essayent d'apporter de le mettre sous un autre angle où lui, effectivement, il sait ce qui va se passer, et la série joue avec le fait que nous, on sait ce qui va se passer, mais bon, ça n'empêche pas qu'on se retape la même chose qu'on a vu la dernière fois, quoi. Et après, il y a des nouveaux jeux. Alors, est-ce que les 2 nouveaux jeux t'ont plutôt séduit ou pas du tout? Bah en fait, moi c'est bizarre, je les comprends pas forcément, les jeux. Enfin, quand il y a le truc où il y a les 5 jeux, là, la roue avec les 5 jeux. Ouais. Franchement, le truc des dés, là, enfin, je comprends rien. Sur le coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sais, ils jettent les dés, après ils les remettent, tout. Enfin, c'est pas des dés, mais c'est des trucs. Après, c'est des jeux que nous on n'a pas en Occident. Bah, c'est ça. Voilà, donc c'est des jeux coréens. Mais après, moi j'ai cru comprendre qu'en gros, tu dois les mettre dans un certain ordre et après les faire remettre derrière ta main, etc. Enfin oui, après c'est nous, on connaît pas vraiment ces jeux-là, quoi. Oui, c'est des jeux d'enfants de là-bas, quoi. Ouais, c'est ça, de Corée, je pense. Mais en vrai, l'épisode-là, je crois qu'il y en a 2 qui sont sortis. Ça, j'ai bien aimé. Celui-là, j'ai plutôt bien aimé, j'ai trouvé vraiment cool. Après, l'autre, il est simpliste, quoi, l'autre jeu. Oui, avec le carrousel, là, entre guillemets. Voilà, c'est quelque chose de très simple, au final. Après, ça marche bien quand même, mais c'est pas incroyable, quoi. Ouais, moi j'ai bien aimé le premier nouveau jeu, parce que je trouve qu'ils savaient vraiment comment bien créer la tension et tout. À chaque jeu, tu sais, t'as un truc de chaque personnage doit réussir son jeu, à avancer et tout, à bien jouer avec la tension à ce niveau-là. Je trouve que c'est assez efficace. Le dernier jeu, je trouve qu'il est intéressant au niveau des personnages, tu sais, qui va abandonner qui, tu sais, ça c'est toujours intéressant, ça, dans Squid Game. Mais après, le jeu, je le trouve complètement confus. Genre, j'arrive même pas à situer géographiquement le truc. Enfin, bon, après, je pense que c'est ce que le jeu veut faire aussi, c'est un peu nous perdre, quoi. Mais j'ai pas été séduit vraiment par ce jeu-là. Et bah en plus, enfin la série, malheureusement il y a que 2 nouveaux jeux techniquement. C'est assez pauvre, quoi, parce que on est dans une moitié de saison. Et bon, j'aime toujours la musique, même en général de la série. Je trouve qu'elle est bien en décalage. Et là, il y a la fameuse musique de la dernière épreuve au carrousel, là, qui fait que tourner partout et qui rentre dans la tête des gens, là, qui rentre dans ma tête, qui est insupportable. Mais là, ils ont mis une nouvelle un peu, enfin un truc qui est récurrent, qu'il y avait dans la saison 1 mais qui apparaissait qu'une fois, c'est les votes. En fait, il y a des votes après chaque épreuve. Ah oui.
et je vois ce qu'ils veulent faire en mode, tu sais, jouer un peu avec les personnages, les un peu des jeux de pouvoir entre guillemets, de qui va réussir à convaincre les autres, etc. Mais je trouve que s'il y a un côté hyper programmatique, et je trouve que les votes ça dure des plombs, quoi. À des moments j'en pouvais plus. J'étais bon, c'est bon, réglez-moi ces votes, j'en peux plus, quoi. Ça fait 3-4 fois que ça arrive. Là, je trouve que la série avait du mal à se renouveler sur ce côté-là, quoi. Ouais, sur ce truc-là, moi aussi. Puis j'avais l'impression que c'était un truc qu'on avait déjà vu aussi, donc ça me fatiguait un peu, quoi. Bah déjà on l'a déjà vu, mais là c'est tous les 2 épisodes tu l'as, quoi. Bah oui. Donc bon, c'était pas. Ouais, je trouve ça rajoute un côté programmatique, quoi, au truc, quoi. Ils essayent aussi de mettre une conclusion un peu différente à cette saison-là, c'est-à-dire un côté plus spectaculaire où il y a des gunfights et tout, mais ah oui. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est interminable, quoi. Les gunfights, et surtout que je trouve que c'est pas l'endroit où c'est le plus prenant, quoi, les gunfights et tout. Tu vois, moi je trouve que c'est les jeux, il y a beaucoup plus de tension dans les jeux que là dans les gunfights interminables et tout. J'avoue que là j'étais pas vraiment pris à ce moment-là, quoi, dans cette fin de saison, quoi. Ouais, moi j'avais un peu envie d'y croire. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le personnage qui est infiltré, le méchant qui est infiltré, quoi, on va dire. Ouais, le maître du jeu. Qui part avec eux sur le coup, et de voir comment il va les avoir, quoi. Ça m'intéressait un peu. Ouais, bah c'est la meilleure partie pour moi de la saison, hein, cette partie-là, c'est-à-dire que on a le personnage du Game Master, en gros, qui s'infiltre chez les joueurs et qui va se lier d'amitié entre guillemets avec le personnage principal. Mais on joue sur un certain décalage, c'est que nous on sait qui il est cette fois, alors que dans la première saison, on savait le mec avait le même numéro que lui, c'est-à-dire le vieux qui avait créé les jeux. On savait pas, c'était joué comme une révélation, que c'était un des kidnappeurs, etc. Ici, on sait pertinemment que celle-là, et je trouve que c'est assez intéressant de voir la relation qu'il a avec que le personnage principal a avec le Game Master, où on se pose un peu des questions sur lui, est-ce qu'il s'attache vraiment aux autres personnages, parce qu'il a l'air vraiment sincère des fois quand il joue, et qu'il a l'air vraiment d'aimer jouer avec eux, de vivre avec eux, mais en même temps, on voit quand même dans son regard qu'il sait très bien comment tout ça va se terminer, etc. Donc ouais, je pense que c'est la meilleure partie de la série, ce côté-là, quoi. Oui, bah c'était drôle d'ailleurs où il y a les 5 jeux dont on parlait tout à l'heure, là, t'as l'impression qu'il était à fond dedans, sur le coup, qu'il avait oublié que c'était le maître du jeu qui devait... Ouais, mais c'est intéressant, tu vois, je me dis, est-ce qu'il oublie pas vraiment aussi, tu vois, qu'il est vraiment à fond dans les jeux, d'oublier un peu qu'il est Game Master, et tu vois, juste s'amuser avec des gens, c'est assez ambigu comme personnage, donc je trouve ça intéressant, quoi. Ouais, ça c'était pas mal. Et les autres persos, ils t'ont pas convaincu? Bah en vrai, non. Parce qu'on les voit pas assez. Sur le coup, c'est ça le problème. On les voit pas assez, ou alors il y en a qui meurent au bout de 3 épisodes, et j'ai envie de les connaître un peu plus, mais ils avaient du potentiel, et ce que je disais au début, mais au final, on les verra plus. Donc le fameux Thanos là dont tout le monde parle, oui, il a un look voilà, on le remarque direct, machin, il est un peu foufou et tout, mais je trouve qu'il est creux, quoi. Au final, je trouve qu'il a pas grand chose à nous raconter à la fin, quoi. Voilà, ouais, il est assez caricatural, mais c'est marrant parce que la saison 1 aussi avait des persos caricaturels, mais je trouve qu'ils arrivaient à en faire quelque chose, tu vois. Surtout que là, je pense que le problème, c'est que la série, elle a été coupée en 2, et donc en fait, elle est à la traîne sur certaines intrigues. Genre, il y a trop d'intrigues, il y a trop de personnages, de storyline dans une moitié de saison, en fait. Et on n'a pas le temps de s'attarder sur certains personnages, parce que déjà les 2 premiers épisodes de la série, on s'attarde que sur le flic et le personnage principal. Et le seul personnage sur qui on s'attarde un peu sur sa backstory, c'est celle qui va devenir une des des triangles, enfin ceux qui tirent en gros sur les participants. Mais sauf que le problème, c'est que cette storyline, elle est tellement maigre, quoi. On la voit vite fait et ça disparaît en fait. Après dans l'intrigue, on la voit quasiment plus, quoi. Donc c'est assez décevant. Dans le final, on a rien avec elle. C'est ça que je m'étais dit. On a rien du tout. Mais ça dure. Tu vois, sa storyline, ça dure 2 secondes. Ça, c'est qu'en gros, elle est en conflit avec d'autres gardes parce qu'elle bute des gens. Mais après, c'est éclipsé en un clin d'œil et en fait, on la voit plus. Donc même si c'est intéressant, tu vois, de se dire qu'ils vont de ce côté-là. Dans la série, parce que c'est un truc qui a pas été exploré, mais au final c'est assez creux, quoi. Et d'un autre côté, je pense que la storyline avec le flic qui est en train de rechercher les jeux est d'un ennui aussi total, quoi. Mais ça, on sent qu'ils doivent attendre la fameuse saison 3, quoi, le Squid Game 3, pour que ça avance, quoi. Et donc ils font traîner le truc et pour rien, quoi. Et c'est pas passionnant du tout, quoi.
Bah complètement, en fait c'est les moments ennuyés de la saison, et à la fin ils essaient de jouer une révélation, mais la révélation t'en as rien à faire, hein. Je suis désolé, mais le twist de révélation je m'en fous complètement, quoi. C'est pas comme si ça m'intéressait vraiment. Oui, déjà, et puis moi je l'ai vu venir à 100 km aussi, hein, donc, oui, c'est pas le plus dur à voir, quoi, mais en plus ce que ça apporte, je me dis pas ah putain j'ai hâte de voir cette partie là dans la saison 3, alors que non, en fait moi j'ai envie qu'ils arrivent et qu'ils foutent le bordel dans le truc des jeux. Ouais, c'est ça, mais ils doivent attendre la saison 3, quoi, donc bon, c'est un peu en suspens. Et ouais, les autres personnages, bah il y a eu beaucoup de persos introduits, et moi j'ai eu beaucoup de mal au début, tu vois, parce qu'il y a peu d'épisodes et certains ils sont caractérisés vraiment vite fait, et j'ai l'impression que oui, on n'a pas eu le temps de les connaître, de s'attacher à eux pour une grosse majorité, et ce qui fait que c'est qu'il y a des morts, bah ils me font quasiment rien du tout, quoi. Il y a des personnages, je les ai à peine vus qui sont morts, et voilà, quoi. Et j'ai un peu l'impression que c'est l'épisode 5, je crois, qui consolide vraiment les personnages. C'est après cet épisode là que je me dis ok, là je me sens vraiment attaché à certains, mais ça arrive un peu tard dans cette saison, quoi. Alors que la saison 1, 5 sur 7, quoi. Ouais. Je trouve que la saison 1 elle arrivait bien à partir, je crois que c'était le deuxième épisode qui montrait la backstory d'un peu beaucoup des personnages. Je me souviens, il y avait le personnage d'origine indienne, on te montrait qui volait pour sa famille, on avait le personnage de la fille qui joue les jeux pour son petit frère, tu vois, ça montrait sa backstory, et en fait on était impliqué, du coup même le méchant, on te montrait que c'était un méchant un espèce de gang bizarre et tout, tu vois, mais toi on te montrait un peu tout ça de pourquoi ils sont là, et ici ils l'ont un peu distillé un peu de manière moins bonne, je trouve, dans cette saison. Et en fait il y a beaucoup de persos, je m'en fous, il y a des persos qui sont très bien. Je pense qu'il y a un personnage qui est trans qui apparaît, qui est au final un des meilleurs persos de la série, de la saison. Il y a le personnage qui est arrivé avec sa mère, qui au début ça m'a saoulé, et au final je me suis quand même attaché à eux. Ils ont bien, mais au final, ça m'a pris vraiment du temps, tu vois, pour m'attacher à eux. Et après le reste, tu vois, il y a une fille qui apporte un peu de mysticisme, voilà, qui crée un espèce de clan. La chamane. Ouais, un peu une chamane. Et je pense que ce sera bien sûrement dans la saison d'après. Mais là, je trouve que c'est assez léger, tu vois. Là, on commence à voir une secte et tout, mais c'est assez léger. Thanos et tout, son clan, tout ça là, bon, c'est assez, bon, ça fait un peu sourire et tout, mais je trouve pas ça hyper intéressant non plus, quoi. Donc, et même la fille avec son bébé, je pense que ce sera bien par la suite, quoi, mais là ça m'a pas pris du tout, quoi, pour le coup. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Sur le coup, s'il y en a quelques-uns que ça marche, mais sur le coup c'est quand même très léger, hein. Et après il y a toujours cette critique du capitalisme à outrance en Corée du Sud, bien sûr. Voilà, qui est très prenante, voilà. Et voilà, et donc du coup les personnages ne veulent pas s'arrêter de jouer parce qu'ils ne peuvent pas vraiment s'arrêter de jouer, ils ont vraiment besoin d'argent, ils ont des dettes, enfin voilà, c'est vraiment des personnages un peu endettés ou quoi. Et en fait c'est là où la série est le meilleur, je trouve, c'est quand c'est pas du gain, et en fait l'envie de survivre des personnages change les gens du jeu, quoi, ou montre leur vraie nature, tu vois. C'est vraiment là que la série Squid Game est à son meilleur. Il y a un personnage qui abandonne un peu son être cher, pour pas spoiler, à un moment, quoi, et c'est assez prenant, quoi. En fait c'est des personnages qui font des choses, qui se perçoivent d'eux-mêmes d'avoir fait des choses pour sauver d'autres gens, ou pour sauver la peau. Ah oui. Alors que pas forcément, tu vois, il y a des personnages qui essayent de se rassurer, je pense, le personnage avec sa mère, je trouve que c'est intéressant ce qui se passe au moment du carrousel, où il y a une ambiguïté de ce personnage qui potentiellement l'a abandonné, tu vois, il y a ce moment de doute, tu vois, entre eux qui est assez intéressant, tu vois, et c'est là que la série est son meilleur. Mais moi je me dis, est-ce que Squid Game se repose pas un peu trop sur les acquis de la saison 1, quoi, en fait, parce que je me dis, c'est un peu le problème, ouais, parce que même là il y a une attaque et c'est la même chose que dans la saison 1, enfin il y a plusieurs trucs comme ça. Bah c'est ça, en fait, dans la saison 1, quoi. Ouais. En fait je trouve que ça marche sur le moment, c'est assez ludique, mais en fait je trouve que ça tourne entre guillemets à vide, dans le sens où j'ai l'impression que la série essaye d'être originale en incorporant des nouveaux personnages avec d'autres problèmes de société, mais j'ai l'impression que le gros de la série a été dit dans la saison 1, quoi. C'est-à-dire qu'on t'ajoute un personnage trans qui veut changer d'identité, du coup il a besoin d'argent, on a ce personnage qui est dans les crypto-monnaies, mais en fait ça c'est un truc de façade. En fait le gros de la critique capitaliste de la série a déjà été dit, en fait. Ça c'est un peu on te rajoute des trucs un peu nouveaux pour faire nouveau, mais en fait le gros a été dit pour moi dans la saison 1, et effectivement je me dis que la saison 1 peut-être se suffisait à elle-même, quoi. Ouais, c'est ce que je disais au début, effectivement ça raconte pas plus, ça tourne un peu en rond, ça se regarde bien, mais bon, on va dire heureusement que ça s'arrête à la 3, parce que déjà là ça devient déjà un peu limite, quoi, je trouve. Bah complètement, je suis d'accord. Après ils avaient laissé
effectivement à la fin de la saison 1 en suspens en mode possibilité d'une saison 2. Maintenant après j'avais pas l'impression que ça allait vers des jeux, mais en fait ça te refait la même chose quoi. Ouais, tu vois le début de la saison est peut-être intéressant aussi sur ça, de pas aller directement dans les jeux. Là il y a tout le monde qui parlait de la fin de l'épisode 1 entre la confrontation, tu vois, entre le personnage principal et qui est superbe et tout, et qui résume bien toute la série. Mais c'est vrai que bon, là, j'ai l'impression qu'on va attendre un peu la fin de la série en mode de voir la confrontation avec le Game Master, entre le personnage principal et le Game Master, mais qu'au final, il y a des personnages qui vont mourir encore, qui vont s'abandonner, qui vont se trahir, et en fait, on a déjà vu, quoi. Bon. Exactement. Donc voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette saison 2 de Squid Game? Non, rien de plus. Sympa, mais bon, voilà, ça va pas plus loin. Pareil, je regarderai la saison 3 et je pense que la saison 3 sera sympa aussi, mais ouais, voilà, faut pas forcer non plus, quoi. Et là, je pense qu'on va se taper du Squid Game pendant des années, mais bon, je sais pas si je regarderai la version, si je regarderai la version américaine parce que c'est Fincher sûrement, mais bon, ça va pas m'enchanter, quoi. Bon, je te propose de passer à la suite. Vas-y. Et on va passer à Nosferatu. Nosferatu. Fable gothique folklorique, le film se déroule dans l'Allemagne du début du 19e siècle. Hélène est l'objet d'obsession du comte Orlok, un terrible vampire qui va atterrir son mari, Thomas Hutter, dans un piège pour ensuite s'accaparer la jeune femme afin d'assouvir sa passion. Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily Rose Depp, Aaron Taylor Johnson, Emma Corrin, Willem Dafoe, Ralph Ineson, Nosferatu, cette fois-ci de Robert Eggers, qui remake celui de Murnau, qui était sorti en 1930, 1927, je sais plus, en tout cas ces années-là, et qui a été après remaké par Werner Herzog dans les années 70, il me semble. Et ouais, du coup le film de Murnau que j'ai vu il y a un moment déjà, dans mes études, qui est un peu une pierre angulaire du cinéma expressionniste allemand, voilà, et en gros qui est un plagiat entre guillemets de l'œuvre Dracula de Bram Stoker, parce qu'en fait il avait pas les droits, Murnau, de faire Dracula. Du coup il a dit c'est pas Dracula, c'est Nosferatu, ça n'a rien à voir. Et en fait c'est exactement la même histoire, en fait. Du coup Dracula, Nosferatu, c'est la même histoire à travers l'histoire. Si on regarde les films Dracula et tout, c'est quasiment tout le temps la même histoire. Et d'ailleurs il a été attaqué pour plagiat, ce film-là, et c'est la femme de Bram Stoker à l'époque qui a attaqué le film, et elle a gagné. Et du coup ils ont dû éliminer toutes les copies du film Nosferatu, mais non, du coup puisqu'on l'a toujours le film, donc il y a quelqu'un qui l'avait gardé dans une cave ou je sais pas quoi, et du coup on a pu avoir du coup le film Nosferatu, qui est une pierre angulaire en fait du cinéma expressionnisme allemand, en fait. Et en fait c'est un des films qui a inspiré tous les cinéastes qui s'en inspirent, Robert Eggers en tête, mais aussi Tim Burton par exemple, ou ce genre de cinéastes là. Toi t'aimes beaucoup le travail de Robert Eggers, qui avait travaillé sur The Witch, The Lighthouse et The Northman juste avant. J'ai pas tout vu, j'ai vu que The Witch en fait, que j'ai eu au Festival de Gérard Armé. Ah oui, dès sa sortie au festival. Voilà, il était même pas encore sorti au cinéma, quoi. Je l'ai vu un peu avant, je pouvais me la péter, quoi. Et ouais, j'avais beaucoup aimé. J'étais avec des amis, eux ils avaient pas trop aimé, mais moi j'avais adoré ce film-là. Et ouais, donc sur le coup, là je récidive. Ouais, moi Robert Eggers, je suis un peu moins fan que toi. Je trouve que je pense son film que je préfère de lui, c'est quand même The Witch, je pense, où là malheureusement il a imposé un petit peu un standard, une esthétique dans le cinéma d'horreur, malgré lui. Il fait partie du mouvement Elevated Horror, ce mouvement, le fameux mouvement de film à ambiance, etc. là. Et moi j'ai un peu l'impression quand même que Robert Eggers, c'est des bonnes idées noyées en fait devant en fait c'est un exercice de style, quoi, ces films, c'est un peu ça. Je trouve qu'il a des bonnes idées visuelles, mais malheureusement c'est un peu tout. Je trouve que ces films sont un peu creux, et j'ai un peu le même problème dans tous ces films que j'ai avec Nosferatu, donc j'en parlerai un peu plus en avant juste après. Et ouais, pour moi Robert Eggers c'est un peu le Ari Aster du pauvre, quoi. Voilà, je lance la polémique. Bon, ici on va attaquer la critique. Ista, c'est un projet de cœur pour lui, Robert Eggers. Ça fait des années, je crois, qu'il veut faire le film. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement, du film ? Moi j'ai beaucoup aimé ce film. Moi l'ambiance elle m'a séduit de fou, tout ce côté gothique, ce côté très noir et tout, moi j'ai beaucoup aimé. Nicolas Hoult, quand il est dans le château, c'est flippant, je trouve ça horrible. Bill Skarsgård, je le trouve vraiment
flippant aussi. Je trouve que ça marche bien. Je trouve que les acteurs, ils le jouent tous bien. Lily Rose Depp, je trouve qu'elle se débrouille très bien aussi. En plus, pour ce qu'on lui donne, les trucs de possession, c'est jamais facile en vrai. Tu peux vite trouver ça ridicule. Moi, pour moi, j'ai réussi à y croire, quoi. Donc, pour moi, ça marche. Puis ouais, je sais pas. Moi, j'étais à fond dedans. Le film, il est passé très vite et j'ai bien aimé. Je trouve qu'esthétiquement, il y a des trucs chouettes. Je pense au travail sur les ombres à certains moments. Voilà, moi, ça a été un très très bon moment. Et ouais, j'aime bien son cinéma. Voilà, Monsieur Eggers. Alors moi, c'est pareil, mais tout l'inverse. Non, je rigole. T'imagines? Non, mais j'ai le même problème que sur ces autres films. En fait, je trouve que les films démarrent toujours super bien. En fait, Robert Eggers, il arrive toujours à installer une ambiance et en fait, ça s'essouffle en fait avec le temps parce que j'ai l'impression qu'il a pas trop d'idées de comment se renouveler. Après, comment on dit, je laisse à César ce qui est à César, je sais plus comment je rends à César ce qui est à César, c'est-à-dire que quand même, je trouve que techniquement, le film est vraiment impeccable et même, c'est un esthète en fait, Robert Eggers, faut le dire quoi. Le côté reconstitution déjà est superbe dans le film. Il y a un très beau travail des ombres, du noir et blanc. De toute façon, la photographie du film est impeccable et ouais, de toute façon, c'est ça qu'il aime, l'expressionnisme allemand, Robert Eggers. Et en fait, dans tous ses films, de toute façon, quasiment tous ses films déjà sont quasiment en noir et blanc en fait. Ces films, soit directement, c'est-à-dire The Lighthouse, qui était un film en noir et blanc, mais ces autres films, ils sont quasiment monochromatiques quoi, qui jouent que sur le blanc. Oui, parce que celui-là n'est pas en noir et blanc, mais bon, c'est presque quoi. Oui, c'est en couleur, mais il y a que les blancs et le noir qui dominent quoi dans The Lighthouse et même dans The Northman. Donc voilà, c'est quelqu'un qui pour moi, qui, comme j'ai dit, un esthète. Il arrive vraiment à composer des cadres et voilà, et il y a un super travail à ce niveau-là. Dans les transitions aussi, sont assez folles et je trouve qu'il y a des scènes assez folle, assez marquante. Je pense la scène finale par exemple, elle imprègne beaucoup la rating et d'ailleurs un très bon travail du son aussi, avant que j'oublie de le dire, sur les bruits, sur ça met vraiment une ambiance et ouais, il y a des scènes vraiment super mais le problème c'est que pour moi c'est la définition d'un film poseur pour moi. Donc, pour un film poseur, c'est un film qui passe plus de temps à vouloir faire des beaux plans, des belles images que à faire une vraie bonne narration en fait. Et c'est vraiment le problème que j'ai avec Robert Eggers, c'est-à-dire c'est sa manière de gérer la tension et le mystère. C'est-à-dire que il ne se renouvelle jamais en fait pour moi. C'est-à-dire qu'il fait durer toutes les scènes, mais sans vraiment se renouveler. Du coup, j'ai l'impression de voir la même chose en boucle, à force d'accoutumance, en fait, en m'y habituant à cette ambiance, à cette manière de poser des cadres. En fait, ça me fait pas peur. En fait, ça me fait plus peur. C'est juste, ouais, un peu, de l'ennui, ouais, complet. Et en fait, j'ai l'impression, dans tous ces films, c'est ça, qu'en fait, il donne tout dans les 20 premières minutes, dans le début, en fait, de son histoire, quoi. En fait, le début annonce tout. Et après ça, en fait, ça va crescendo vers le bas, quoi, en fait. Et l'intro, par exemple, du film est incroyable. Avec Lily Rose Depp, qui est avec le drap qui forme l'ombre de Nosferatu, c'est incroyable, quoi. Mais le problème, c'est qu'il veut faire plus de bédillage que créer de la tension, et je trouve qu'il n'y a aucune gradation dans son film. Dans les apparitions par exemple, du Comte Orlok, ou même, par exemple, dans Lily Rose Depp, elle a des espèces de crises de possession, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression de les voir de la même manière tout le temps dans le film, en fait. Depuis le début, j'ai l'impression de revoir la même scène en boucle. Et en fait, c'est le même problème que j'ai dans tous ces films, quoi. Je trouve qu'il a pas de manière de renouveler un peu son horreur, et je trouve qu'il tombe malheureusement dans des tropes de films d'horreur assez bas, et ici encore plus, parce que je trouve que là, on tombe vraiment dans des screamers putassiers, quoi, à certains moments, quoi, du film. C'est-à-dire que les screamers, il met des screamers qui arrivent toujours en fait de la même manière, avec la musique stridente horrible en fait de certains films, et je trouve que c'est même indigne de lui, parce que je crois que c'est la première fois qu'il met ce genre de screamer là, parce que dans The Witch, je me souviens pas de screamer un peu putassier comme ça, et moi je pense qu'il tombe dedans parce qu'il a aucune idée de comment renouveler sa mise en scène en fait de la peur, quoi. Et je pense même, pour moi, c'est ce film qui me déçoit le plus, parce que c'est peut-être il n'était pas en fait tombé dans ça en fait dans les anciens films. Et le film, après, le film dure 2h12. Donc toi, tu t'es pas ennuyé une seule seconde, j'ai cru comprendre. Toi, t'as été emporté par cette ambiance, etc. Ouais. Moi, j'ai trouvé vraiment trop long, vraiment très long pour ce qu'il est. Il y a vraiment un ventre mou. C'est aussi dû au fait que le récit de Nosferatu est moi, j'allais dire, je connaissais pas l'histoire. Hein. Moi, donc j'étais à fond dans le truc aussi, parce que je savais pas ce qui allait se passer. Hein. Et pour le coup, moi je trouve que c'est un récit qui est vu et revu, parce que c'est la même histoire que Nosferatu, c'est la même histoire que Dracula, et en fait c'est déjà de base de faire ça, c'est un challenge quand même de créer du suspense, ou en tout cas tu vois, de stimuler les gens avec un récit que j'ai déjà vu pas mal de fois, quoi. Mais le problème, c'est que
ce qu'il fait, ça me plaît pas du tout. C'est-à-dire qu'il rajoute des storylines sur certains dispensables. C'est-à-dire qu'il y a des persos secondaires qui ont beaucoup plus d'importance ici que dans le film original de Murnau, le film de Murnau qui avait cet avantage-là, c'est d'aller à l'essentiel. C'est-à-dire qu'il dure même pas 1h30, voilà pour le film de 1927, et ça va à l'essentiel. Ici, j'ai l'impression qu'il rajoute des trucs qui sont dispensables. C'est-à-dire que Aaron Taylor Johnson et Emma Corrin, c'est des persos qui prennent une importance ici capitale au milieu du film et qui ont un destin tragique, etc. Mais je trouve que c'est superflu d'avoir rajouté tout ça, alors que juste la relation Lily Rose Depp avec Nicolas Hoult et évidemment le compteur-log, pour moi, me suffisait. Ici, c'est un peu superflu. Et comme le personnage de Willem Dafoe qu'en fait des caisses comme pas possible dans le film, qui joue un espèce de Van Helsing là, où en gros pour moi il est un peu là pour expliquer le film, donc c'est vrai que ça a un peu dérangé. D'ailleurs il a annoncé qu'il y avait une version 3 heures du film, je crois. Ouais, il va y avoir une extended qui va sortir en Blu-ray, ouais. Ah, je vais pas la regarder. Je suis sûr que je vais pas la regarder, parce que là je me suis dit putain, moi qui trouve déjà le film de 2h12 trop long, je me dis c'est une version de 3 heures, je vais mourir quoi. Dans le film le film est quand même beaucoup plus chargé en sexualité. Voilà, il est allé à fond que dans les autres films. Après, j'ai pas vu celui de Herzog, mais bon, par rapport à celui de Murnau, c'est quand même là le niveau suçage de sang avec des mouvements de bassin, là, il y en a plein, tu vois, là, c'est à fond quoi. Voilà, de toute façon, le vampire est une métaphore quand même assez sensuelle et sexuelle à travers l'histoire du cinéma. Voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, mais quand même c'est quand même pas mal incarné quand même dans le film, la métaphore du viol, etc. Maintenant, toi, tu dis que les personnages t'ont quand même beaucoup plus, enfin les acteurs t'ont pas mal convaincu quoi, Nicolas Hoult, Lily Rose Depp, tout ça. Oui, je sais ce que tu vas dire. Moi, Nicolas Hoult, oui. Tu vois, étrangement, okay, ouais. Mais parce que je le trouve à sa place, c'est-à-dire que en fait il joue un mec crédule un peu perdu, et je trouve que ça lui va bien, Nicolas Hoult, comme l'année dernière, il y avait Juré numéro 2 où il joue un personnage en fait qui marchait super bien en fait avec lui, avec ce mec un peu banal, un peu perdu, crédule, et je trouve que ça marchait bien. Ici aussi je trouve que ça marche. Lily Rose Depp, bon, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs le film est beaucoup plus centré sur elle que les autres films, c'est-à-dire que là on est vraiment la relation entre elle et le compteur Locke est vraiment assez prenante. Il y a sûrement une métaphore sur la maladie mentale d'ailleurs du personnage et tout. Je trouve qu'elle fait vraiment de son mieux, Lily Rose Depp, parce que je trouve pas que c'est une mauvaise actrice. Même moi j'avais vu The Idol il y a 2 ans, oui, la série avec The Weeknd qui est horrible, mais je la trouvais pas mauvaise du tout. Et mais je trouve qu'en fait le film vire dans le grotesque à certains moments, et je pense que Robert Eggers parfois le fait exprès, c'est-à-dire dans The Lighthouse il y avait vraiment des séquences un peu grotesques, je pense fait exprès appuyé et qui pouvaient marcher parfois. Mais ici je trouve que ça tue toute tension quoi. Moi les scènes d'exorcisme de Lily Rose Depp là qui est en possession, ça m'a fait un peu rire quand même. Je me doutais que t'allais dire ça, je me doutais. Enfin moi j'ai pas été pris dedans. Tous les films d'exorcisme c'est un peu ça, hein, c'est un peu bon. Après c'est tu l'acceptes ou pas, et moi j'arrive à l'accepter pour me dire bon, je prends le film au sérieux, et à ce moment-là, voilà, je rigole pas quoi sur le coup. Ouais, moi j'ai trouvé ça ridicule. Après je sais que c'est difficile hein, d'avoir des vraies scènes d'exorcisme. Qui prêtent pas à rire, etc. Mais moi, ça a pas vraiment marché sur moi, malheureusement. Bon, quand je regarde l'Exorciste, par exemple, bon, après, voilà, c'est le chef-d'œuvre du genre, je rigole pas, quoi. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait pas rire. Et moi, mais par contre, ma plus grosse déception, ça a été beaucoup parodié, hein, sur le coup. Mais ah, bah oui, putain, toutes les parodies qu'il y a eu et tout, ça me fait beaucoup rire, hein, dans les Scary Movie et trucs comme ça, mais moi, quand je regarde l'Exorciste, même si c'est pas un film que j'adore en plus, j'ai quand même une angoisse quoi, tu vois, quand je vois le truc et tout. Mais moi la plus grosse déception, ça marche. Ouais, parce que toi t'as été pris dans l'ambiance du film et tout. Oui, c'est ça aussi, c'est dans le récit, peut-être ça aussi. Mais moi le pire c'est même pas ça, pour moi c'est le compteur Locke. Je suis désolé, Bill Skarsgård. Je suis désolé, mais là ça a pas marché du tout quoi. Je sais qu'il aime bien se déguiser en ça et tout, tu vois, mais moi je trouve qu'avec sa petite moustache et tout, c'est un peu ridicule. Mais c'est trop bien. Mais non, mais c'est trop bien. Non, moi j'ai pas réussi à prendre le truc au sérieux avec sa petite moustache quoi. Et surtout que je trouve qu'il y a un problème dans la mise en scène, c'est-à-dire qu'au début il peut faire un peu peur, et encore une fois je trouve que la première scène d'apparition dans le château où il se déplace hyper rapidement là, tu sais, derrière Nicolas Hoult et tout, elle est terrifiante. On le voit pratiquement pas. On le voit quasiment pas hein, à ce moment-là, mais je trouve que la mise en scène est vraiment bonne. Et en fait, une fois que c'est fini tout ça, je trouve que ça s'essouffle vraiment quoi. Genre à la fin, je trouve qu'il a plus d'aura quoi, ce personnage quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il a tout balancé au début. En fait, il a balancé toutes ses cartes au début et qu'après il a plus d'idées quoi. Et je suis désolé ça, mais son accent, c'est pas possible quoi. Qu'est-ce que c'est que cet accent horrible là Moi tu sais, j'ai cru entendre quoi? Voilà, je vais le dire. Je vais choquer les gens. J'ai cru entendre Jonathan Cohen dans Dali. C'est ça que j'ai pu comprendre quand il est dans le compte Locke.
comme ça. J'ai cru m'entendre Jonathan Cohen et du coup franchement ça m'a fait un peu rire quoi. J'ai pas réussi à rentrer dedans vraiment Ista, je suis désolé. Je sais que toi t'as vraiment kiffé. Ok. Mais moi c'est pas possible. Mais moi je l'ai vu en VF je crois. Ah putain. Je sais plus. C'est pas pire en VF. Mais moi ça m'a pas choqué. Après oui il a un accent russe machin mais bon tu vois je sais pas moi j'arrive à l'accepter sans trouver ça ridicule en fait. Ouais, moi j'ai trouvé ça grotesque. Un peu. J'arrivais pas à prendre le truc au sérieux. Il faut que t'arrêtes de regarder des films d'horreur, toi, en fait. De quoi, pourquoi? Bah non, moi j'aime bien les films d'horreur. Non, mais c'est juste que ce film-là, moi j'ai trouvé plus grotesque que effrayant, tu vois. Ça m'a pas du tout embarqué, quoi. Mais pourtant, je te dis ça, okay. Tu vois, j'avais des problèmes dans les anciens films, mais de Lighthouse encore, il y avait des trucs un peu grotesques fait exprès, mais tu vois, The Witch, j'ai pas eu ce côté grotesque quand j'ai vu le film. Tu vois, à aucun moment, j'ai des problèmes avec le film, mais je me dis pas, je rigole pas du tout des trucs qui se passent, quoi. Tu vois, je me dis pas, c'est ridicule, tu vois. Et ici, vraiment, j'étais assez déçu du film. Il aurait pu finir dans mes flops de fin d'année, si je l'avais vu avant. Ouais, moi, il aurait pu finir dans mes tops, tu vois. Ah ouais, bah là on serait écharpé. On serait écharpé quoi sur le film. Ouais, complètement. Maintenant après je le trouve pas horrible parce que je trouve que visuellement voilà, c'est quand même hyper beau quoi, c'est vraiment un des films peut-être les plus beaux que j'aurais vu l'année dernière en plus à ce niveau-là mais malheureusement, je trouve que ça s'essouffle voilà. Donc moi c'est mon avis sur le film, je suis désolé parce que je crois qu'il divise pas mal, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré comme toi et il y a des gens qui n'ont pas aimé du tout comme moi. Donc voilà, je pense que c'est des grands films ça. Ça c'est les films dans 20 ans on dira c'est du chef-d'œuvre. Ouais, je sais pas, Scary Movie, ça doit avoir la même chose, non, je sais pas, mais en tout cas, ouais, je pense que le cinéma de Robert Eggers, il est pas prêt voilà, d'avoir je pense qu'il est toujours destiné à diviser. Là, il a son public, et oui, voilà, c'est ça. Et voilà, quoi, et moi, je pense que je fais pas partie des fans de Robert, malheureusement, quoi. Dommage. Bah voilà, moi j'aime pas Ari Aster. Non, en fait, j'ai jamais regardé. non, moi voilà. Je dirais Ari Aster, c'est à des années-lumière de Robert Eggers, mais bon, ce n'est que mon avis. Voilà, ce n'est que mon avis. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour parler de Nosferatu? Bah moi j'aime bien. Moi je conseillerais de regarder le film de base de 1927 ou 1930, je sais plus exactement. Je crois que c'est 1921 ou 22, je sais plus, c'est un truc, j'avais entendu qu'il avait 102 ans le film. Possible, en tout cas c'est dans les années 20 je crois. En tout cas c'est vers là où l'expressionnisme allemand a débuté, donc voilà. Est-ce qu'on passerait pas à la suite, Ista? Bon, on va peut-être se réconcilier avec le prochain film vu qu'on parle de Craven le chasseur. Accepte d'être celui que tu es vraiment. Et tu deviendras une légende. When the man comes around. Craven the Hunter raconte la genèse sanglante et explosive de l'un des super-vilains les plus iconiques de l'univers Marvel. Craven, un homme dont la relation complexe avec son père, l'impitoyable Nikolai Kravinov, l'entraîne vers une vengeance aux conséquences brutales, l'appelant à devenir non seulement le plus grand chasseur du monde, mais aussi l'un des plus redoutés. Aaron Taylor-Johnson, Ariana DeBose, Fred Etchinger, Alessandro Nivola, Christopher Abbott et Russell Crowe en roue libre. Istar, bon, on n'avait pas parlé de ce film-là, on avait mis peut-être Madame Web dans notre flop de l'année, mais voilà, là on n'avait pas parlé de Craven en profondeur. Bon, on va pas faire 2 heures dessus, mais le dernier film de cet univers, Sista. Mais déjà peut-être dire quand même quelque chose. Craven dans les comics, t'as lu des comics avec Craven? Oui, j'ai lu La Dernière Chasse de Craven. Ouais, je crois que je l'ai lu aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment un bon comics en plus, hein, celui-là. Ouais. Oui, c'est un classique de Spider-Man, sur le coup. Puis il y a Craven dans les jeux vidéo, dans le dernier Spider-Man 2, notamment. Et c'est un méchant que t'aimes bien? J'aime bien sans être... c'est pas le plus grand méchant de Spider-Man, tu vois. Moi, il était aussi dans la série d'animation que je regardais quand j'étais gamin. C'est pas le Bouffon Vert ou Octopus, mais c'est sympa, quoi, ça va. C'est pas un des plus ridicules en tout cas, je pense. Et en plus, il a eu des bonnes histoires pour le coup dans les comics, donc c'est déjà pas mal. Et donc Craven, The Hunter, fait par J.C. Chandor. Alors, c'est assez fou parce que c'est celui qui a fait genre Margin Call, Most Violent Year et Triple Frontier sur Netflix là, voilà, qui était pas trop mal en plus, Triple Frontier. J'ai plutôt bien aimé. Ista, qu'est-ce que tu as pensé du film? Tu as évidemment adoré ce film du Sonyverse. Non. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste nul à chier. Ça en dit beaucoup déjà. Voilà, si t'as des répliques vraiment sorties de nanar, comme tu veux savoir pourquoi on m'appelle le rhino, il se transforme en rhino.
il parle vraiment comme son père, c'est un vrai caméléon, etc. Enfin, je n'en peux plus, moi, de ces films-là. On dirait, ils sont bloqués dans les années 2000, là, les productions Aviara de Amy Pascal, là, de super-héros de Sony. Vraiment, on dirait qu'ils n'ont pas évolué, quoi. Et c'est passe rien, c'est chiant, c'est long. Craven, en plus, c'est un ami des animaux, là. Enfin, c'est bizarre. Ouais, et puis, bon, à un moment, ils lui font faire, il a peur des araignées, voilà, parce que peut-être pour faire un lien avec Spider-Man, je sais pas trop. Juste, le film est mauvais, quoi. Enfin, y a rien, les personnages sont nuls, y a pas de mise en scène, y a rien du tout. C'est écrit avec le cul, c'est nul. Enfin, Tu te situerais où dans le Sonyverse, tu le situerais où? Peut-être juste en avant-dernier devant Madame Web, peut-être. Ah oui, ok, oui. Ouais, donc c'est pas le top du Sonyverse. Est-ce qu'il y a déjà eu un top du Sonyverse? C'est la question qu'on peut se poser. Ouais, bof. Après, le truc qui me sidère avec ce Sonyverse, c'est qu'en fait, c'est jamais... En fait, le film a un peu d'humour, mais il est trop premier degré, mais jamais assez fun pour être régressif, en fait. Tu vois, j'arrive jamais à avoir un plaisir régressif devant ces films, que ce soit Venom 2, Venom 3, Madame Web et tout, alors qu'il y a tout, ça aurait pu être des films juste nuls où je me rigole, et j'y arrive pas, je me fais chier devant ces films, c'est un truc de fou, quoi. Parce que déjà il dure 2 heures et avec 1 heure de trop là, et bah, faut le dire direct, le film est moche, mais comme tous les films du Sonyverse, il est moche. C'est-à-dire la photographie, c'est moche, c'est gris, tout est gris. Le vert il est gris, le rouge il est gris, le marron est gris, tout ça m'épate toujours les films comme ça où ils arrivent à rendre gris des couleurs qui ne le sont pas. C'est quand même assez fou. Et toujours avec ces mêmes problèmes d'effets spéciaux moches, avec des animaux en CGI moche là. Enfin voilà. C'est vrai, ça aussi. Mon Dieu. Surtout quand tu vois Mufasa qu'on a eu juste à côté. Bon, Mufasa, c'est pas bien pour d'autres raisons, mais techniquement il est abouti, quoi, sur les animaux. Ici, tout est plat, quoi. Après, effectivement, il y a ils ont eu l'intelligence d'avoir des scènes d'action un peu plus terre à terre, voilà, parce que c'est le personnage de Craven quand même, donc ça paraît plus logique. Mais en fait, voilà, on te vend un raté d'art, mais bon, raté d'art de quoi? Enfin, en fait, tu l'enlèves le raté d'art, ça change rien du film. En fait, juste à la fin, de la dernière scène, le bâton est un peu plus gore. Bah, voilà, il y a un mec qui se prend un piège à ours ou des trucs comme ça, donc il y a un peu de sang, quoi. Non mais il y a rien de transcendant, quoi. Oui, il y a rien de fou, on est d'accord. Après, les scènes d'action, est-ce que c'est les pires que j'ai vues dans le Sonyverse? Bah non, j'ai vu des trucs genre Venom, c'était horrible, Madame Web, j'en parle même pas, Morbius aussi. Donc c'est peut-être les plus lisibles et les moins, voilà, j'allais dire les plus appréciables, mais même ça c'est dur, du Sonyverse, mais ça reste moche, quoi, avec un climax, mais d'une mocheté aussi avec CGI, où là t'as le rhino, des espèces de monstres en CGI, enfin y a rien qui va. ce climax, quoi. Et ouais, ils essayent d'avoir un petit côté Winter Soldier, tu sais, dans l'approche et tout, un peu terre à terre, comme avec Chris Evans. Il y a même la scène de l'hélico. Il y a la scène où il retient l'hélico, là. Oui, c'est vrai. Ils font la même chose, quoi. C'est chiant. Parce qu'ils ont aucune originalité. Mais ça reste... Mais ça aussi, c'est un peu du n'importe quoi. Enfin, Craven n'a pas de pouvoir comme il a dans le film, genre il voit au loin, il a un œil, il voit super loin, il court super vite, et à un moment il fait une course-poursuite, là il poursuit une voiture et tout. Mais il me semble pas que Craven a des pouvoirs, en fait. Ouais, bah ça m'étonne pas qu'ils aient changé. Après, ça en vrai, ça me dérange pas tellement, quoi. Mais enfin, en fait, si ça me dérange dans le film, parce qu'en fait, je m'inquiète jamais pour le personnage, en fait, parce que voilà, il a l'air hyper fort et tout. Mais enfin, moi, ce qui me sidère, c'est qu'on a encore des origin story en carton comme ça qui ont 20 ans de retard, quoi. Ben c'est ça, c'est un truc de fou. Hein. Batman Begins, c'était en 2005, quoi. Je veux dire, là, ça fait 20 ans, quoi. Ouais, non, mais c'est bloqué dans les années 2000. Il y a un vrai problème pour moi avec ça. Et puis en plus, on a eu des interviews du directeur là qui dit oui, mais non, c'est pas des bons films, c'est la presse qui les détruit et tout. Ah oui. Mais non, c'est nul, quoi. C'est un des producteurs, premier degré. Ça. Oui, le film il crache parce que non, mais c'est juste, les films sont nuls à chier, quoi. Il fait comment on peut faire un truc à la Batman Begins, en plus mal fait, mais en fait c'est une narration à la Batman Begins à coup de flashback, donc on va revenir sur la genèse du personnage, sur comment il est et tout. Les flashbacks, ils veulent pas s'arrêter. T'en as, je pense, je rigole pas, ça dure presque 30-40 minutes, quoi. Ouais, le premier il dure longtemps. Ouais, tellement long. Et en fait, t'en peux plus, quoi. Et encore une fois, l'origin story pour qu'à la fin, on te dise, non mais Craven, il devient Craven à la fin du film, parce que là, il met le costume, quoi. Là, il a mis le costume à la fin du film, là, c'est vraiment Craven, il va aller chasser Spider-Man, quoi. Mais c'est ridicule, parce que c'est genre sur une chaise dans un grenier, là. Ça se trouve, c'est fait en reshoot ou quoi, c'est nul. Ouais, je pense, hein. Parce que dans les trailers, on avait une scène où il avait le costume, il était dans une grotte avec une torche et tout, qui ne sont pas du tout dans le film de final, quoi, dans le montage final. Putain, mais ils ont dû encore recruter le film comme pas possible, parce que je pense que ça coûtait 20 millions les reshoots. De base, ils devaient
coûtait 90 millions, là il coûte 110 millions. Bah, après autant vous dire que le réalisateur J.C. Chandor, on le sent pas une seule seconde dedans, donc faut pas déconner quoi. Et ouais, enfin ils assument encore pas le fait que c'est un méchant quoi. Le mec qui tue des chefs de cartel, enfin oui bah d'accord, mais maligne de savoir si c'est un super méchant ou pas. C'est ce qu'il est pire que le Punisher, le personnage. Tu prends cette base de là, tu te dis Punisher c'est un peu l'anti-héros par excellence, tu vois, qui tue vraiment des criminels, voilà, mais qui a la limite d'être vraiment un super méchant. Et là tu te dis mais en fait Kraven il est plus gentil que le Punisher quoi. Il tue des méchants petits braconniers, des chefs de gang. Ça va franchement. Franchement ça va quoi. Ouais c'est vrai, non mais il a rien de méchant en vrai. Alors qu'on parle de lui comme un tueur en série dans les journaux et tout, mais au final oui, c'est au même niveau que Morbius, etc. Ils ont rien de méchant ces personnages-là. Enfin ceux du Sonyverse en tout cas. Mais ils ont tous le même problème de toute façon ces films-là quoi. Et d'ailleurs Aaron Taylor Johnson, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien. Oui il est beau, voilà il est bon. Bah, j'ai de la sympathie pour lui moi aussi. Non mais moi aussi j'ai de la sympathie, j'aime bien qu'il casse, voilà, il y a des projets je l'aimais bien beaucoup. Mais faut avouer qu'il est quand même dans beaucoup de mauvais projets parfois quoi. Ah bah oui. Et c'est terrible quoi. Bah c'est terrible pour lui ouais, le pauvre ouais, sur le coup je pense qu'il mérite mieux et puis même le Nolan qu'il a fait c'est pas le meilleur. Moi je reverrai Tenet à la hausse ça se trouve donc je ne dirais rien. Peut-être ouais. Mais tu l'as dit et là je rappelle mais le moment de la séquence d'hallucination avec les araignées elle est d'un ridicule. Ah bah oui. Kraven, chasseur des animaux, fait un avec la nature, a peur des araignées, mais à quel moment? Enfin, à quel moment? Je veux dire, ça n'a aucun sens, quoi. Tu vois, le mec qui vit dans les bois et tout, avec les animaux, sa pire phobie, c'est les araignées. C'était juste pour faire un callback en mode, attention, Spider-Man, peut-être, un rapport. Ouais, mais non, arrête tes conneries, quoi. Surtout qu'il a jamais eu peur des araignées dans les comics. Il chasse justement Spider-Man parce que c'est un peu un animal, quoi. Dans l'idée, c'est une araignée. Donc, oui, c'est le trophée ultime, quoi, pour lui, quoi. Oui, c'est ça. Comics, ouais. On parle des autres persos. Russell Crowe. Ah bah oui. Qu'est-ce que t'as pensé de son accent? Parce qu'il veut faire un accent par film maintenant, Russell Crowe. Oh, c'est rigolo. Ouais, non, au moins il s'amuse un peu, tu vois, Russell Crowe, au moins il s'amuse, tu vois. Voilà, moi je vais pas je rejette pas la pierre. Mais c'est quand même le mec qui a l'exploit d'être dans quasiment tous les univers et toujours d'avoir une place nulle dans les univers, quoi. Il joue le Thor là dans MCU où il est horrible avec son accent grec bizarre. C'est Zeus. Oui, c'est Zeus, je dis Thor. Non, bah non, justement, c'est Zeus. Dans le DCU, il jouait, en vrai, c'était son meilleur rôle. Jor-El. Il jouait Jor-El, voilà, c'était sympa. Le Dark Universe. Et oui, il était dans le le Dark Universe, je n'ai pas oublié, moi. Là, il lui montre que le Monsterverse et il aura complété les univers. C'est ce que j'allais dire. On en parle de ce gâchis de Calypso, de Ariana DeBose. Ah, la pauvre. Ouais, la pauvre, elle qui est une actrice qui était super dans le film de Spielberg, dans West Side Story. Mais là, son perso, mais chaque scène, tu te facepalmes, quoi. Tellement les dialogues, tu l'as dit, mais c'est un niveau, les dialogues, mais vraiment nul à chier, quoi. Et elle finit par tuer le méchant, le second méchant du film et tout, d'une manière, mais tu te dis, mais comment c'est introduit ce truc-là, quoi. Au final, elle est pas présente du tout dans l'œuvre, et ça fait vraiment une sidekick nul à chier, quoi. Oui, non, mais elle sert à rien, de toute façon. Pourtant, il te présente comme quoi elle va être importante et tout, parce que je crois qu'elle est pas journaliste ou avocate, elle est avocate, c'est ça, et elle va l'aider, soi-disant, à trouver des trucs, enfin, bref. Et au final, elle se retrouve dans les bois avec un arc à la main. Enfin, bref, ouais, c'est ça. Je veux dire, ça a aucune cohérence, rien du tout, quoi, ce qui se passe dans ce film, quoi. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Hein. Est-ce qu'on parle du MVP, quand même, du film? Le Rhino? Ah, le Rhino. L'acteur, apparemment, il est pas nul. Mais si tu vois ce film, tu peux pas te le dire. C'est impossible. Bah non. Je suis désolé, mais ce qu'il a à jouer, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Je sais pas comment il joue, comment il arrive à surjouer, mais à être nul comme ça. La séquence où il crie, qui est devenu un mème, là, où il crie et après qu'on lui annonce quelque chose, là, oui. Il fait un cri hyper bizarre, mais tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, quoi. Et tous les méchants du Sonyverse, ils ont ce côté ridicule, malgré eux, là. Je sais pas ce qu'ils essaient d'instaurer. Oui, comme celui de Matt Smith dans Morbius, ouais. Matt Smith, mais même Riz Ahmed, il avait un peu ce truc-là dans Venom 1, déjà. Ouais. Enfin, ils sont tous ridicules plus les uns que les autres. J'ai l'impression qu'ils essayent d'installer un peu un malaise avec le personnage, mais ça marche jamais, quoi. Et enfin, comment tu dis la phrase? C'est pourquoi on m'appelle le Rhino, mais comment tu peux sortir ça, quoi? Et sa forme Rhino est assez séduite? Ah, pas du tout. Je trouve ça très moche. Ah ouais, c'est moche. Hein. Y a rien qui va. Après, pourtant, on peut dire que c'est fidèle. Dans l'idée, il a la corne, voilà, il a il ressemble au bonhomme du Rhino, mais bon, non, ça rend pas bien, quoi.
Ça rend pas bien Ouais, du tout. c'est horrible. Il y a un sous-méchant là qui peut arrêter le temps, là il dit 1, 2, 3 là, et il arrête le temps là. C'est nul parce que c'est le même pouvoir pendant 3 fois, tu tapes la même scène, 3-4 fois la même scène en boucle, enfin c'est nul. Et enfin on a Dimitra, le frère de Kraven, voilà, qui se révèle être le caméléon. Si tu l'as pas compris, au bout du 50e fois ils te disent ah, tu imites bien les gens, t'es un genre de caméléon toi. Putain mais c'est quoi ces foreshadowing, ces clins d'œil nuls quoi. Ouais, incroyable, moi j'aime beaucoup. Ouais, c'est vachement. En tout cas, ça horrible. m'a beaucoup fait rire. Le caméléon, ça m'a beaucoup Ah fait oui, rire. ah oui, c'est hilarant quoi. Et le reveal du caméléon à la fin quoi. Oui, bah, Où c'est le ça. mec il a un dialogue horrible. D'ailleurs, c'est l'acteur qui jouait l'un des 2 empereurs dans Gladiator 2. Donc là, j'ai vu 2 films où il cabotine et il joue mal. Donc ça c'est mal parti pour que je l'aime bien cet Et acteur. pauvre. Et les mecs appellent à une suite. Ils te disent non mais à la suite, tu vas voir quand même le caméléon contre Kraven. J'ai vraiment envie de voir ce caméléon là contre ce Kraven là. C'est vraiment ça que j'ai envie de voir moi. C'est vraiment ça quoi. Non mais personne n'a envie de voir ça quoi. Non, moi j'ai envie que ça s'arrête. Et bon, de ce qu'on entend, ça serait sur le point de s'arrêter. Enfin, ce serait pour notre bien, je pense, que ça s'arrête. Ouais. À tous. Ouais, je suis Psychologiquement et physiquement. De toute façon, on n'a plus rien à dire sur cet univers. On espère que c'est fini. Est-ce qu'on passerait pas à la suite, Ista? On peut y aller. On passe à Dune Prophétie. Je dirige une école pour jeunes femmes. Nous ne sommes une menace pour personne. Dans un futur où l'humanité a voyagé à travers la galaxie des 1000 planètes, une mystérieuse sororité appelée Bene Gesserit navigue entre les batailles politiques et les embroglios de l'Imperium, poursuivant un but bien précis et bien à lui qui va amener ses membres jusqu'à l'énigmatique planète de Dune. Emily Watson, Jessica Parden, Olivia Williams, Emma Canning, Travis Fimmel, Jodie May, Mark Strong. Donc voilà, Dune 2 est sorti l'année dernière. Voilà, on a donné notre avis longuement sur les 2 films à travers 2 podcasts des films qu'on a plutôt aimés. Voilà, on trouve pas que c'est des chefs-d'œuvre, voilà nous, mais on a plutôt aimé. Donc allez écouter nos podcasts qui datent d'il y a 1 an maintenant, un peu moins d'1 an. Dune Prophétie, voilà, ça adapte les écrits du livre. Du livre, mais évidemment, des écrits du fils de Frank Herbert qui a écrit les 6 premiers bouquins Dune, du coup la saga principale. Et le fils a écrit, Brian Herbert, je crois que c'est ça comme ça qu'il s'appelle, il a écrit tout un univers étendu. En gros, il a étendu l'univers, il a explicité des choses, et il a écrit 10 000 ans avant ce qui se passe, les événements de Dune, donc à savoir la bataille contre les machines, etc. Et c'est à peu près ça que ça adapte Dune Prophétie. Denis Villeneuve de base devait être impliqué dans Dune Prophétie, mais finalement, apparemment pour des problèmes d'emploi du temps, etc., il a pas pu s'impliquer. Moi, je pense qu'il a surtout senti la merde. Et Ista, qu'est-ce que tu as pensé du coup de cette série Dune Prophétie en 6 épisodes? Alors, j'étais plutôt... Au début, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'avais beaucoup aimé l'épisode 2, mais il y a eu un problème. C'est qu'à partir de l'épisode 3, on m'a mis un flashback. Alors déjà, je trouve que une série de 6 épisodes où dès l'épisode 3, on te met un flashback, ça me perturbe déjà. Je trouve ça un peu bizarre. Donc je trouve en fait la structure narrative déjà de la série un peu bizarre. Et je trouve qu'il y a trop de monde en fait. Je trouve qu'il y a trop d'intrigues, il y a trop de persos. Il y a quand même des persos qui se démarquent un peu. Je pense à Valia Harkonnen et à Desmond Hart, qui pour moi sont un peu les persos qui m'intéressent un peu plus, en tout cas dans la série. Ceux que j'ai envie un peu d'en savoir un peu plus en tout cas. À côté, il y a des persos comme il y a un Atreides, voilà, comme Paul Atreides, qui lui, je trouve creux, pas possible. Je trouve l'acteur pas bon. Enfin, je le trouve pas. C'est pas que je le trouve pas ou je le trouve plat en fait. Je trouve qu'il y a rien. Il y a une histoire de rébellion, mais en fait c'est pas développé. On s'en fout un peu. Mark Strong, je le trouve pas ouf non plus. Je t'avoue, Après son personnage, il est pas fou. Hein. Il y a quelques trucs que je trouve sympas. Des fois dans la production design, un peu les décors que je trouve plutôt chouette. Bon, les épisodes sont trop longs, le rythme est compliqué. Je trouve ça un peu en entier. C'est un peu dur à suivre. L'histoire, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup trop de persos et ça fait un gloubi-boulga un peu dur à suivre et malheureusement, c'est un peu décevant quoi. Parce que ça aurait pu être mieux. Ouais, moi je vais être honnête, je me suis fait chier. Enfin, je me suis ennuyé, désolé. Mais comme pas possible devant cette série, quoi. Et ouais, je le sentais pas, la série. J'en parlais à Ista avant que ça sorte, je sentais pas, je sais pas, j'avais un pressentiment, je me dis, pourquoi HBO fait ça et tout? Et c'est vrai que,
HBO, c'est une des meilleures plateformes, en tout cas studio pour faire des séries, mais c'est vrai qu'ils tombent de plus en plus dans l'exploitation de licences, comme chaque studio, mais ça veut pas dire qu'ils font pas des bonnes séries à côté, ou qu'ils en font pas des bonnes séries, hein, je trouve. Moi, House of the Dragon, je reste très client. De Penguin, moi j'ai trouvé ça plutôt bien, donc voilà, ça exploitait. Mais je me suis dit, mais pourquoi faire un Dune Prophétie d'adapter les écrits d'un fils, qu'en plus ils sont réputés pour être pas très bons, enfin en tout cas pas aussi bons que les écrits de Frank Herbert. Et je vais être honnête, je me suis ennuyé comme pas possible tout au long de cette série, quoi. Mais je pense que j'ai pas tout suivi, je pense. Tu vois, j'ai pas réussi à tout retenir parce qu'il y a tellement de trucs de gloubi-boulga que voilà, quoi. Et moi, le plus gros problème et les plus gros reproches que j'ai à la série, c'est que je trouve que c'est une série qui n'a pas de personnalité. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle a le cul entre plusieurs chaises, elle essaye de mixer plusieurs choses. Ouais, c'est ça. Par exemple, tu vois, le pingouin. Effectivement, ça n'a pas de personnalité dans le sens où ça reprend vraiment de Batman, tu vois. C'est vraiment dans l'esprit de Batman. Mais ça s'assume comme ça, tu vois. Aussi. Oui, non, mais ça s'inspire des Sopranos en tant que film de gangster, mais ça s'imprègne de la patte de Matt Reeves pour être dans un univers à peu près cohérent, tu vois. Bon, il y a des trucs moins bien, on est d'accord, tu vois. Mais c'est vraiment dans la continuité des films du film de Matt Reeves. Ici, j'ai l'impression que ça prend un peu à tous les râteliers. J'ai l'impression que ça s'inspire de ce qui marche. C'est-à-dire ça t'inspire de Villeneuve, mais en même temps, on te prend un petit peu de Goat, parce que c'est quand même pas mal dans HBO. Et en fait, on pourrait dire que la série, elle a de l'intérêt parce qu'elle s'éloigne des films dans la timeline, parce que c'est 10 000 ans avant les films, on le rappelle. Mais en fait, c'est pas du tout éloigné des films de Villeneuve. Ça, c'est le même style ça veut faire le même style que des films de Villeneuve, quoi. C'est très minimaliste dans l'approche, dans les décors. Les décors, ils sont brutalistes, voilà. Hein, c'est vraiment dans cette veine-là. Et en fait, ça veut pas s'en écarter. Même dans le lore, on retrouve encore des Atreides, des Harkonnen et une guerre de pouvoir entre eux. Mais tu te dis, mais attends, tu me fais un truc 10 000 ans avant pour me raconter une guerre de pouvoir entre les mêmes personnes. Ça vient des livres, hein, de ce que j'ai compris. Valia Harkonnen vient des livres. Hein. C'est sûrement un problème des livres. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi t'adaptes ça, du coup? Enfin, pourquoi t'as ce besoin d'adapter ça sur tout l'univers Dune? Je ne comprends pas. Et voilà, ils essaient d'avoir cette esthétique Villeneuve. Mais moi, je vais le dire, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment pas forcément les films de Villeneuve. Mais au moins, il fait du Villeneuve à fond. Il sait faire son Villeneuve. Ici, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout 10 000 ans avant les films de Villeneuve, quoi. Et j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire un copier-coller. C'est-à-dire, en 10 000 ans, il n'y a pas eu d'évolution dans l'univers de Dune. Tu vas dire, ok, c'est un monde peut-être un peu figé et tout, mais en 10 000 ans, évidemment que les choses sont pas les mêmes, ça n'a aucun sens, tu vois. C'est fou, quoi, de se dire ça, quoi. Surtout que l'esthétique, elle a aucun sens. Par exemple, l'esthétique du palais royal, c'est la même esthétique que chez les Harkonnen, que chez les Bene Gesserit. Ça n'a aucun sens. Le palais royal, c'est censé être un monde, techniquement, d'aristos riches, qui vivent dans l'opulence, etc., quoi. Donc, ça n'a aucun sens dans la narration, ce que ça va raconter. Mais surtout, n'est pas Villeneuve qui veut. Là, la mise en scène, mon gars, je suis désolé, c'est pas si facile de faire du Villeneuve. Il y a aucune ampleur, mais dans tous les lieux, on visite des lieux magnifiques, des palais, des trucs comme ça. Aucun ampleur. Dans la mise en scène, rien. Tout est vide. Le palais royal, il est vide. T'as l'impression qu'il y a personne dedans. J'ai l'impression qu'il y a personne dans ce palais royal. Il y a 2-3 gardes, c'est tout. Sinon, il y a rien. Oui, c'est vrai que ça, c'est bizarre. Quand ils vont à la prison, on a l'impression qu'il n'y a personne dans la prison. C'est un peu bizarre. Il n'y a pas de garde ou quoi. Ils sont dans le palais. T'as l'impression que tu peux assiéger le palais de facile, hein. Je pense. De toute façon, rien n'est mis en valeur. Je pense que c'est pas facile de faire du Villeneuve, quoi. Et surtout que la photographie, elle fait un peu plus série télé. Bon, c'est pas horrible, hein, mais elle fait un peu plus série télé. Les effets spéciaux sont plus limités. Oui, mais ça, c'était le problème de Pingouin, ça aussi. Oui, c'était ça le problème de Pingouin. Donc voilà, c'est pas spécifique à cette série-là. Est-ce qu'il y a tout est nul? Non, il y a quelques moments où je trouve que ça marche bien, notamment dans les sorts du Bene Gesserit. Je trouve qu'il y a des moments horrifiques qui m'ont bien pris. Dans certaines fins d'épisodes, je trouve, où elle part, tu sais, il y a un personnage qui est dans une espèce de transe et qui voit tous les anciennes sœurs et tout, ça m'a quand même bien pris. Mais c'est assez peu, quoi. Surtout qu'on a des combats nuls de série teen de merde, là. Je trouve, là, ça pourrait être des combats de série de CW, désolé, hein, mais c'est à peu près ça, quoi. Oui, non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Hein. Et la série, d'un autre côté, veut faire Villeneuve, mais d'un autre côté, la série, elle veut être goth. C'est-à-dire qu'il y a une inspiration très Game of Thrones. Je sais pas si c'est dans les bouquins, il y a cette inspiration là ou pas, j'en sais rien. Mais dans la série, c'est ce qu'elle veut être. Surtout que c'est une série HBO. Donc, c'est-à-dire qu'on va te mettre du sexe un peu provoquant. Mais sauf que, désolé, mais le côté sexe de la série, c'est des teens en boîte de nuit, quoi, qui ont on dirait des scènes de sexe de 50 nuances degrés, quoi. J'ai l'impression qu'ils veulent foutre du cul partout parce que c'est HBO, c'est la marque HBO, c'est la marque GOT, mais ça marche pas du tout, ça se veut subversif, mais je trouve ça juste ridicule, quoi. Et d'un autre côté, ils veulent, c'est une série de jeux de pouvoir politique, etc. Mais ce qui marchait dans GOT, c'est qu'il y avait des maisons qui étaient clairement définies, quoi, des enjeux politiques définis. Ici, on s'ennuie, quoi. Mais vraiment, la famille principale, mais qu'est-ce qu'elle calvaire, quoi.
de les suivre, la famille royale, quoi. Il y en a aucun qui est intéressant, mais vraiment zéro, quoi. Ils sont pas charismatiques, quoi. Soit la princesse, le frère, oui, c'est vrai qu'en fait, ils sont tous un peu... C'est fou, Mark Strong, il est mou comme pas possible. Et je sais que c'est son personnage qui est censé être un peu, voilà, se faire manipuler, mais putain, tu peux le rendre un peu intéressant, le rendre un peu sauf qu'il paraît quoi. Que non, il paraît que dans les livres, ce personnage est censé être hyper charismatique et tout. Ah bah, alors là, je sais pas s'ils ont foutu, hein. Ah, c'est pas du tout le cas, quoi. Et ouais, tout ça est hyper foutraque. J'ai l'impression que c'est des intrigues politiques hyper complexes, mais pour rien. Alors que ça raconte des trucs basiques, quoi. C'est juste la narration qui est Oui, c'est ça. Il y a un côté un peu japonais sur le coup, ça fait des trucs compliqués pour des choses très simples, quoi. Ça fait des explications très compliquées pour des choses très simples. T'as dit ça, pourquoi t'as mis un coup aux productions japonaises comme ça gratuitement? Parce que souvent dans les animes et tout, ils aiment bien faire ça. T'as un anime en particulier dont tu veux dénoncer? non, mais je trouve. Tu veux te mettre les fans d'anime ado, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu trouves que Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, était une narration compliquée pour rien, Ista? L'attaque des titans? Ouais. Ça dépend. Oh là là, la hot take. Allez, on va enchaîner. C'est toi qui me fais dire des choses, là. Bah oui, t'aurais pu dire non. Moi, j'étais juste posé la question. Ouais, mais en fait, le problème de la série, c'est que c'est 6 épisodes d'1 heure. Et en fait, l'exposition est horrible, quoi. Ça enchaîne tout. Il y a je sais pas combien de personnages qui débarquent de chaque épisode. Tu dois retenir, en fait, qui est qui par rapport à qui. Mais vu que les personnages, ils sont caractérisés à la va-vite, ils ont un trait de personnalité et encore même pas. Au bout d'un moment, j'arrivais pas à retenir qui était qui, quoi. T'arrives. Bah, moi, je t'avoue qu'il y a des personnages, tu vois, il y a une élève, là, qui est rousse, là, un peu. Tu vois. Bah, je sais pas son nom. je connais le nom de quasiment aucun des personnages, tu vois, à part les deux Harkonnen, les deux sœurs Harkonnen, peut-être, tu vois. Ouais, mais les jeunes, c'est l'enfer. Et c'est parce que c'est beaucoup trop rapide dans une série de 6 épisodes. On a l'impression que la série, elle va durer 8 saisons de 10 épisodes. Tu sais, quand tu regardes ça, t'as l'impression que c'est Game of Thrones. Mais sauf que déjà, Game of Thrones le faisait mieux. Parce que ils avaient compris de comment ancrer son récit pour introduire un univers beaucoup plus grand. On va t'introduire les Stark d'ailleurs, c'est avec eux qu'on va commencer. Voilà, tu t'attaches à eux et puis voilà, on étend l'univers petit à petit. Ici, c'est le foutoir total, quoi. Ouais, mais de ce que parce que j'avais écouté un podcast qui en parlait il disait que de ce que j'ai compris, ça adapte 3 livres, je crois. Ah ouais. Là, au lieu de se focus, à la base, normalement, ça aurait dû se focus que sur un et sur les Bene Gesserit, quoi. Mais là, on dirait ils ont rajouté des trucs. Et je sais pas, ça a l'air d'être parti un peu en couille. C'est peut-être pour ça que la showrunneuse de base qui devait faire la série s'est barrée. Hein. C'est peut-être. J'ai l'impression que Villeneuve, il s'est pas barré pour emploi du temps. Moi, je pense qu'il a senti la merde arriver, il s'est barré, quoi. Je pense. Hein. C'est possible, je sais pas. Après, il faudra lui demander. Peut-être un jour on l'appellera. Faudra lui demander. Bah, j'ai son numéro. Voilà. Mais ouais. En tout cas, moi, le problème qu'il y a dans cette série, c'est qu'elle veut faire trop de choses et au lieu de se focus sur un truc qui pourrait peut-être faire une série pas trop dégueu, quoi. C'est ça, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein d'intrigues qui servent à rien, qu'on pourrait enlever. Et surtout, ils auraient pu juste se mettre avec les Bene Gesserit, tu vois. Je sais pas pourquoi ils se sont mis toutes les intrigues de rébellion, de trucs dans la tête, mais pourquoi aller si loin, quoi? Alors que tu t'avais juste les Bene Gesserit, tu pouvais faire une série entière dessus, quoi. En plus, il y a déjà beaucoup de persos dans les Bene Gesserit, toutes les sœurs qu'il y a et tout. Tu peux largement faire une série entière là-dessus. Et couplé avec le rythme que t'as dit, qui est vraiment hasardeux, et des fois t'as des épisodes pendant 30 minutes, tu te fais chier. Déjà 6 épisodes, c'est pas beaucoup, hein. Et en plus, à la fin, ils te teasent une suite en te disant revenez pour la saison d'après. Je t'avoue que je suis pas sûr de revenir après, parce qu'en fait, à la fin de la série, je te jure, je ne suis attaché à aucun personnage. Aucun. Il y en a pas un. Même les personnages qui m'intriguaient un peu à certains moments, j'ai même plus envie de les suivre vraiment, quoi, dans la saison 2, quoi. Ouais, peut-être les 2 sœurs et Desmond, quoi. Non, mais même les sœurs, je les aime. Enfin, ça va, c'était les meilleurs trucs de la série, mais je pourrais même pas dire que j'ai envie de les suivre, quoi. Oui. Non, mais je comprends, hein. C'est pas une série non plus que j'ai hâte de retrouver ou quoi, tu vois. Je m'en fous un peu, en vrai. Et les teens, ça faisait longtemps que j'avais pas vu des teens comme ça dans des séries que j'ai envie de claquer, quoi. Avec un manque de charisme total, quoi. C'est des jeunes de série de 50 nuances degrés et tout. Et franchement, tu te dis, mais on est loin quand même de Zendaya, Florence Pugh et tout, tu vois. Ah oui. Tu vois, en termes de charisme et tout, tu te dis, bon, ouais, quand même, là, c'est chaud, quoi. Bon, et ce côté Bene Gesserit, toi, ça t'a plus parlé On n'en voit pas assez. Bah, je te dis, moi, je retiens pas le nom des élèves, donc non, sur le coup. Pourtant, dans l'idée, le côté mysticisme et tout, comme t'as dit,
En fait, ça me plaît, moi, ça me parle un peu, j'aime bien. Surtout que ça explorerait quelque chose que Villeneuve, lui, l'intéressait pas, à savoir le mysticisme et tout, la fin, les côtés fantasmagoriques qui lui étaient reprochés de pas explorer. Ici, ils ont l'occasion, ils l'explorent plus que ceux de Villeneuve, hein, mais ils avaient l'occasion de faire une série entièrement sur ça, tu vois. Ouais. Mais là, il veut faire Star Wars plus Game of Thrones, donc il veut faire un truc politique, plus rébellion, plus mysticisme. Il y a tellement de trucs, c'est trop, quoi. Et je sais qu'apparemment, l'œuvre de Herbert est très riche, tu vois, mais là où je trouve que Villeneuve, il avait intelligence, c'était de choisir quand même si je trouve que il devrait faire encore plus d'impasse avec le livre parce que je le trouve un peu trop respectueux à certains moments, mais je trouve qu'il avait quand même, il a pas voulu faire tu vois, Dune, je l'ai pas lu, mais ça a l'air extrêmement dense, et enfin surtout de brasser extrêmement de trucs, tu vois, t'es obligé de faire des choix au bout d'un moment, tu peux pas décider de tout adapter, sinon ton truc il est complètement boursouflé, quoi, ça marche moins bien. Et ici, ouais, il y a un gros problème, enfin les Bene Gesserit, qu'est-ce que j'ai appris sur eux, qu'ils font du yoga, quoi, enfin je suis désolé, mais ils font des yoga sur des cascades, enfin. Tu vois d'ailleurs la série, c'était clairement ça, parce qu'à la base ça s'appelait The Sisterhood, oui. Prophétie. Donc c'était sur les sœurs, quoi. Et surtout qu'on apprend rien de fou sur eux, parce que en fait on débarque, ils ont déjà leur pouvoir, ils sont déjà en train de faire des manipulations génétiques, tu fais ok. Tu vois, les Harkonnen... Oui, on n'a pas la création de... Ouais, c'est vrai. La voix, la meuf, elle a la voix, la Valia Harkonnen, elle a la voix, et c'est comme ça. Voilà, elle a évolué, elle a la voix. Bon, bah d'accord. Bon, bah, en fait, tout est déjà là, en fait. Tu vois, c'est des Bene Gesserit, tu vois, t'apprends rien de fou, quoi. Et peut-être que oui, effectivement, les Valia, tout l'Harkonnen, c'est la partie la plus intéressante de la série. Voilà. Bon, il y a cet ignoble épisode flashback dans l'épisode 3, là où... Oui. Et d'ailleurs, l'épisode 3, le flashback, on est dans Game of Thrones, là, par contre. C'est-à-dire que... Le décor dans la forêt et tout, là. Mais c'est ça, c'est vraiment le décor Game of Thrones, quoi. Les chevals, les maisons en pierre, en bois, les tenues moyenâgeuses. Voilà, on est dans Game of Thrones, quoi. Où on n'est plus dans Dune. Là, c'est vraiment ça, quoi. Ça m'a vraiment sauté aux yeux. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que cet univers? Bon, enfin bref. Peut-être seul bon point que les gens ont bien aimé, c'est Travis Fimmel. Bon. Oui. Mais après, Travis Fimmel fait du Travis Fimmel, quoi. Sur le coup... il fait du Ragnar, quoi, c'est ça. Oui, c'est ça, il fait du Ragnar Lodbrok dans Viking, il a la... De toute façon, il joue tout... C'est un peu le problème de cet acteur, il joue un peu tout le temps de la même façon, donc alors, oui, ça marche bien quand tu veux faire un perso un peu mystérieux et tout, mais bon, je sais pas, est-ce que c'est pas... Il est pas un peu limité aussi comme acteur, quoi. Bah, je pense, bon, après... ils essaient d'en faire un genre, soit c'est un genre de Paul Atreides bis, puisqu'il a les mêmes genres de trucs génétiques que lui et tout, enfin... Bon, ce sera développé dans la saison 2, mais moi, je sais pas si je vais continuer, parce que là, je suis en train de me dire, est-ce que cet univers, déjà... de Dune, il se sied bien à un univers partagé, grand public, parce que j'ai l'impression qu'ils essaient de faire un truc partagé grand public. Je suis pas sûr que ce lore-là, il se sied vraiment à ça. Oui, c'est ça, ils essaient de faire un Star Wars avec ça, mais je suis pas sûr effectivement que ça marche, ça puisse être, parce que justement quand Lucas il fait Star Wars, il reprend un peu du Dune, mais il en fait un truc un peu grand public, quoi. C'est ça, et là je sais pas du tout si ça va se scier à ça, d'avoir un univers partagé avec, enfin bref. Et surtout que moi je pense qu'en fait finalement le lore de Dune, je sais pas s'il m'intéresse tant que ça. Tu vois, en plus d'aller explorer des trucs qu'on n'avait pas forcément besoin d'explorer, parce que le Frank Herbert, du coup celui qui a fait Dune, il a fait 6 films Dune, mais ça se passe 10 000 ans avant, il a pas exploré, il a laissé ça en fond exprès pour et là tu sais, tu te retrouves à explorer des trucs qui avaient peut-être pas forcément besoin d'être explorés, et c'est peut-être les mêmes problèmes que Star Wars ou des trucs comme ça, d'explorer des trucs où en fait on s'en fout, quoi. Mais bon, et oui, après ses fils ils ont repris, puis ils ont fait tout un univers étendu autour avec des bouquins, et puis voilà, quoi. Mais effectivement c'est considéré comme moins bien par les fans, et voilà, l'œuvre principale, c'est ce qu'on appelle le cycle de Dune. Je crois que c'est les 6 premiers livres, effectivement, quoi. Ouais, c'est ça. Et bon, je pense que je vais me limiter à ça avec le cinéma et voir la trilogie de Villeneuve qui adapte les 2 films, enfin les 2 premiers bouquins. Bon, après ils veulent faire le 4, 5, 6 et tout, et après je crois que ça part vraiment dans un truc spécial fantasmagorique chelou là. Donc je pense que voilà, ils vont aller autre part, mais je crois que je vais me limiter à la saga cinématographique, et voilà, je suis très bien comme ça, je pense. Et toi, tu regarderas la saison 2 ou pas du tout? J'en sais rien. On verra quand ça sort. Peut-être je serai curieux, c'est possible. Bon voilà, on a fini avec Dune Prophétie. Est-ce qu'on passerait pas à la suite avec Sonic 3? Qu'est-ce que tu as fait? Ce que je devais faire. Sonic, Knuckles et Tails se retrouvent face à un nouvel adversaire, Shadow, mystérieux et puissant ennemi au pouvoir inédit dépassé sur tous les plans. La Team Sonic va devoir former une alliance improbable pour tenter d'arrêter Shadow et protéger notre planète. Ben Schwartz,
Colin O'Shaughnessy, je suis désolé mais c'est très très dur. Idris Elba, Keanu Reeves, James Marsden, Tika Sumpter, Jim Carrey et Kristen Ritter. T'avais bien aimé les 2 premiers Sonic, Ista, ou pas? Sans plus, c'est un peu rigolo quand t'aimes bien le personnage, mais bon, c'est très moyen quand même, je trouve, comme film. Ouais, pareil. Enfin, en fait, j'ai un plaisir qui est pas du tout objectif dans ces films-là. Le premier, j'avais pas aimé du tout parce qu'en fait, c'est un buddy movie mais qui est nul avec James Marsden. Et je crois que James Marsden, c'est peut-être l'acteur le plus insipide du monde et qui a vraiment eu des rôles insipides en plus, le pauvre au ciné. Enfin, c'est compliqué. Et là, je trouve que ouais, je me suis fait chier. Et ouais, moi, j'ai préféré Sonic 2, c'est assez fou. Alors qu'il y a des scènes lunaires. La fameuse scène lunaire de mariage dans Sonic 2 où en fait pendant 15 minutes il n'y a pas Sonic, il n'y a pas des personnages de Sonic, c'est juste une scène de mariage de film français, des TV bizarres sur un mariage, tu vois. Mais les moments avec les Sonic Friends et tout, moi j'ai kiffé entre Sonic, Knuckles et Tails. Moi j'aime bien, ça me rappelle voilà le temps que je jouais à Sonic et tout. Moi j'aime bien Sonic, voilà. Et le final Super Sonic où il défonce le robot géant de Robotnik, enfin voilà, moi j'ai kiffé quoi. Et qu'est-ce que t'as pensé de ce Sonic 3, Ista? Ouais, j'ai pas accroché, moi, sur le coup. Je suis désolé. Oh non. Quoi? Oh non. Quoi? Alors que c'est le meilleur film de qu'on parle de cette semaine, c'est genre... Ouais, non, moi... bon, allez, Shadow, il est cool. Oui, il est cool, voilà. C'est sympa de... Il y a un peu moins d'humains. Enfin, on en voit quand même, mais on va dire James Marsden, tout ça, sont moins présents que dans les films d'avant. Alléluia. Donc ça, c'est un peu plus sympa, sur le coup. Par contre, Jim Carrey, il est là à fond, il est à fond dedans. C'est le Jim Carrey show, encore une fois, comme dans les 2 autres films. Et moi, ça m'a un peu fatigué sur le coup. Et je trouve que moi, au final, Shadow, même, je trouvais ça un peu décevant. Voilà, il y a un final, pareil, explosif, mais en fait, qui est très court. En fait, moi, à chaque étape, j'étais un peu déçu. Et au final, j'ai trouvé le film, encore une fois, très moyen, quoi. Et j'en retiens pas grand chose, moi. Donc, ce que je retiens, c'est une post-crédit qui me donne envie de voir le film d'après. Ah, bah, ils t'ont quand même eu à la fin. Ouais, ils t'ont quand même eu après. Voilà. Moi, faut que je raconte mon expérience. Vas-y. Ça fait 3 ans que j'attends Sonic 3, moi. Tu vois. C'est vraiment Okay. une de mes plus grosses attentes cinéma de l'année. Voilà, la salle était remplie quand je suis parti voir Sonic 3. Ah, moi, il y a du monde. Hein. Je ne serai pas objectif sur ce film, Ista, voilà, je te le dis. Voilà. Et je n'ai aucune honte, voilà. Bon, non, je rigole, mais oui, non, c'est pas très bien, mais oui, moi, je passe toujours un bon moment dans Sonic. Là, en plus, il y a pas d'humain et tout, j'étais trop content, quoi. En fait, ça adapte Sonic Adventure 2. Voilà, Sonic Adventure 2, c'est mon enfance, Sonic Adventure 2, faut le savoir, moi. L'histoire de Shadow, tout ça, là, moi, c'est ça que j'adore, tu vois, dans Sonic. Ouais, c'est la pire critique que je fais, je pense, depuis le début du podcast. Oui, je pense. Il y a rien là. Personnellement, je trouve que c'est mieux raconté dans les jeux que dans le film. Mais bon. Waouh, peut-être. Mais il y a le Chaos Garden, tu vois. Il y a le Chaos Garden. Je suis content, tu vois. Je rejoue, quand moi je joue avec mes Chaos, tu vois. Là, les gens qui connaissent rien à Sonic, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'il raconte. Mais en gros, il y a des petits animaux, c'est des petits Chaos que tu gardes et tout. Je passais des heures là-dessus, quoi. Il y a des refs à Akira. Oui, il fallait monter le stamina et tout. Je m'en occupais aussi. C'est ça, tu vois. Et là, j'ai vu ça, j'étais à fond, quoi. Les refs, il y a des refs à Pokémon, il y a une ref à Akira, il fait le slide d'Akira avec sa moto Shadow, mais tellement de style, quoi. Et je tiens à dire que les effets spéciaux sont un peu meilleurs que les anciens. Alors, c'est le mec qui non, mais ça a toujours été plutôt bien. Ah non, il y a quand même eu, je crois que il y a des passages peut-être. Je me souviens que dans le 1 et le 2 que c'était moins bien quand même. Dans certains passages, quoi. Okay. Après, de toute façon, les effets spéciaux sont peut-être bien, mais les décors sont tellement pauvres dans le film. Il y a rien, là. Sur les créatures, enfin, sur Sonic, et ses amis, moi, je trouve que ça a toujours été bien foutu, tu vois. Moi, je trouve plutôt bien, mais bon, j'ai un souvenir un peu plus divers sur les anciens. La colorimétrie, elle est basique as fuck, quoi. Il y a rien, il y a aucune folie, alors qu'on est dans Sonic et tout. Alors dans Sonic, tu visites des mondes colorés, etc. Et s'il y a rien, quoi. Et ouais, il y a des scènes qui auraient pu être mieux faites. Enfin, je pense des scènes de vitesse, par exemple, où voilà, ils sont clairement faits juste par ordinateur. Il y a aucune. Tu vois, ils ont même pas essayé de l'incruster dans une vraie ville et tout, d'avoir un côté un peu tangible dans Sonic qui se balade dans la ville, etc. Quoi. Ouais. Bon, le rythme du film est un peu rapide, j'avoue. Voilà, ça en fait, ça s'arrête pas, quoi. Ça enchaîne, mais au moins je m'ennuie pas, tu vois. Comme dans les 2 autres films. C'est-à-dire que dans le premier film, je m'ennuyais tout le temps. Dans le 2, il y avait des passages entiers où je m'ennuyais. Ici, je trouve que je m'ennuie pas. Je trouve que c'est le meilleur des 3 Sonic. Voilà, je le dis. Et je trouve que ouais, il y a un ventre mou dans le film.
il est complètement à ventre mou, mais je trouve que le film il a un peu plus d'ampleur, plus avance, il y a des meilleurs enjeux et moi le climax j'ai kiffé. Voilà, je suis désolé, les 30-40 dernières minutes j'ai kiffé. Le climax de combat avec Shadow, Sonic qui voilà, ils font un truc que moi j'ai toujours rêvé de voir avec un contexte spatial et tout, enfin c'est incroyable quoi, et avec une des musiques de Sonic Adventure. Non, mais je peux pas ne pas aimer. Oh là là. Ils t'ont tellement chopé quoi. Ah oui. Oui. Ah, non mais je le dis, je n'ai pas d'objectivité, ils m'ont chopé à la fin. Non. Ils ont mis des musiques à la Sonic Adventure. Non, avec les deux, non mais je peux pas être. Non mais moi tu mets les musiques là et tu me mets pas de rail, tu me mets pas de skate. Non mais attends. Mais on te met les deux dans l'espace. Non, oui, mais ça dure 5 secondes. Ça dure. Mais oui, mais il faut, tu vois, c'est le peu qu'il fallait, tu vois. Non, c'est pas ça. Non, effectivement qu'il aurait. Je veux voir un combat comme ça de 30 minutes, moi. Alors, je suis d'accord, peut-être qu'il aurait fallu plus, mais ça m'a satisfait quand même, moi, les 31 minutes, voilà, j'avoue, voilà, je suis faible. Bah là, ouais, sur le coup. Mais c'est pas grave, tu vois, moi, j'ai les Sonic Friends, on se tape les Sonic Friends pendant tout le film, ensemble, et ça me rend heureux, quoi, avec Robotnik. Alors, effectivement, il prend toute la place, au bout d'un moment, t'en peux plus, t'as envie de dire Jim Carrey, mais s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Mais. Moi, j'en pouvais plus avec son père, là. Oui, j'en pouvais plus à un moment aussi, mais je trouve qu'il s'amuse quand même vraiment, et il a vraiment. Oui, lui s'amuse. Je trouve que c'est vraiment communicatif, il s'amuse vraiment à jouer deux persos, il danse tout le film. il s'arrête pas, quoi. Et moi, je sais que tu vas pas être content, mais moi, sa relation avec son assistant, je la trouve super, moi. Moi, je la trouve, son assistant, il me fait délirer, quoi. Vraiment, il a cette relation un peu crypto-gay avec son assistant et tout. Moi, j'aime bien, moi. Ouais. Il me regarde de haut, là. Ouais, t'es bizarre, toi. non, mais ça peut être un peu drôle, oui. Oui, je reconnais, mais bon. Mais même tous ces passages avec où Eggman, enfin Robotnik, qui fait équipe avec les Team Sonic, moi j'ai trouvé ça fun, tu vois, ça m'a fait rire. Voilà, j'ai un peu rigolé. Bon, voilà, chaque personnage en plus a son moment. Knuckles, Tails et tout, ils ont leur moment pour briller. C'est vrai. Et je suis désolé, mais Shadow, quoi. Keanu Reeves sur Shadow, oui. Edgy comme il faut, un bon Dark Sasuke comme il faut, moi je kiffe. Je suis désolé, quoi. Et même, il est iconisé. La première apparition de Shadow, j'ai pété un câble. Quand il apparaît, il fait des téléportations et tout à la X-Men 2, tu vois, c'est incroyable. À la Diablo et tout. Non, mais la moto, le flingue et tout. Non, mais s'il vous plaît, quoi. Moi, de toute façon, à ce moment-là, le film, j'ai dit, ça peut être de la merde après. De toute façon, j'ai gagné. Là, j'ai eu ça. Ouais. Bon, voilà, après, pour être un peu plus sérieux quand même, oui, c'est un film basique, un peu de familial, où c'est les valeurs familiales américaines, voilà. Chaque perso. Ces films de comme ça, tu les détestes. Oui, mais il y a le décorum Sonic, il y a des décorum Sonic, donc ça passe. Et je t'ai dit, j'ai pas d'objectivité et tout, tu vois. Puis même, j'ai kiffé le moment où Sonic, il devient un peu vénère, il est là, il est en mode vengeance et tout, là, j'ai kiffé. Non. Franchement, depuis le début de ce podcast, je crois que c'est la pire critique que j'ai faite, mais je m'en fous. Moi, j'ai kiffé et vous allez rien faire. Non, mais il y a des moments bien. Voilà, quand Knuckles, il se propulse de l'église et tout. Oui, c'est cool. C'est cool, oui. Il y a des bons moments. Il y a des moments chouettes. Après, Kristen Ritter, moi, je suis un peu déçu. Ouais, elle sert à rien du tout. Ah oui. Parce qu'on était tous, quand on s'est cassé, on dit, ouais, on va faire The Bat, là, Rouge The Bat. Et puis, non. Au final, non, tu vois. C'est juste une humaine nulle, là. C'est ça, et ouais, le film cartonne en tout cas. Et moi je veux un film Sonic sans humain en fait. Même le Robotnik il m'agace, tu vois. Non, laisse Robotnik tranquille. Non. Non, mais en fait, là je veux pas. Là il dit Jim Carrey qui veut revenir dans le 4. Non, il est mort. Alors je suis d'accord qu'il faut moins de Robotnik, mais je suis pas pour qu'il dégage. Je suis là pour qu'il ait moins de présence à l'écran, je suis d'accord. Tu vois, s'il a moins de présence et tout. Ouais. Mais c'est quand même l'antagoniste principal de quasiment tous les jeux Sonic et tout, tu vois. Bon. Oui, ça c'est vrai, mais en fait j'aurais préféré qu'ils soient en 3D, quoi, tu vois. Tu vois, en fait ça le mélange humain 3D là me plaît pas. Ah, ça va, je trouve qu'il est pas si mal fait. Non, mais je trouve pas que c'est mal fait. Juste, ça me plaît pas. C'est personnel. Moi, j'ai envie de voir un film d'animation comme Mario, tu vois, l'année dernière. Tu ressembles à quelqu'un qui parle comme toi, qui dit tout le temps des trucs comme ça. Voilà, parce que avec l'animation, c'est mieux. Ouais, tout est mieux en animation. Non, mais vraiment, enfin, oui. Sonic, je préférais que ce soit en full animation, comme quand tu joues à un jeu vidéo où voilà, tout le jeu est en 3D, quoi. Non, mais t'as raison. Voilà, j'ai fait ma mauvaise foi. Il fallait, voilà, tu vois, je suis trop objectif toute l'année. Voilà, là, je me lâche. Sonic 3. C'est bien, t'as un truc, t'as un point faible, quoi. Ah bah, c'est mon point faible, ouais, Sonic et Naruto. Voilà, c'est mes points faibles. Sonic et Naruto. On parlera du film Naruto de... Ouais, mais là, je serais pas aussi tendre. Je sais pas, hein, donc bon, il va falloir voir. Mais n'empêche, heureusement qu'ils ont changé le design de Sonic.
Ouais, mais ça se... après tout le monde dit que ça se trouve c'est un coup de com et tout, ça se trouve. Mais bon, écoute, on sera jamais. Mais en tout cas, nous les fans de Sonic, on kiffe. Mais par contre, évitez d'aller harceler des gens parce que les gens n'ont pas aimé Sonic 3, ce serait pas mal. Quand même, c'est pas grave. Voilà, Sonic 3, c'est pas un film de fou non plus, les gars, faut arrêter. Moi, j'aime bien. Voilà, je suspends un peu mon appareil critique juste pour voilà, parce que j'ai vraiment, enfin, j'ai passé un vraiment bon moment devant le film, alors que bon, objectivement, c'est pas fou. Maintenant, voilà, c'est pas des films de fou et ça mérite pas de s'insulter les gens pour rien, quoi, parce qu'ils ont pas aimé Sonic, quoi. Le mec dans le même podcast, il dit qu'il aime pas les Nosferatu, il est en train d'applaudir Sonic, quoi. Bah, je passe un meilleur moment devant Sonic que dans Nosferatu, hein. C'est ça la vérité, quoi. Et ouais, on est cinéphile ici. Ouais, vachement. Bon, allez, voilà, on y va, Ista, on s'en va. Ouais. Donc voilà, un petit épisode rattrapage avant le début de la nouvelle année. Et qui dit nouvelle année dit nouveau générique, Ista. Ouais, voilà, nouvelle saison. Ouais, on va commencer la nouvelle saison, la saison 3. C'est ça, et on a hâte de parler de cinéma toute cette année, parce que cette année, elle a l'air riche en rebondissements. Et on va se quitter là-dessus, Ista. Donc merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, à vous abonner sur votre plateforme d'écoute. C'est très important pour le référencement. Et voilà, ça nous aide à savoir si vous avez aimé cet épisode ou pas. À nous suivre sur les réseaux sociaux, La Nuit des Sorties, donc sur Twitter, sur Blue Sky, sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Voilà, et voilà, mettez des petits commentaires dans les plateformes qui le permettent pour avoir votre avis, sur les films dont on a parlé, et on se retrouve très bientôt pour Créature Commando et aussi les news la semaine prochaine qui vont reprendre, et voilà, on se retrouvera toute l'année pour parler cinéma, série et tout. On se dit ciao, Ista. Ciao, à bientôt. Allez, ciao.